Bonjour à tous. Le message présidentiel à la jeunesse alimente de vifs débats dans les milieux des affaires et sur la scène politique. La presse a passé au scanner les points d'achoppement du discours du chef de l'État. Selon le journal Mutation, les prises de position de Paul Biya sur la transition générationnelle, les anti-modèles et le retour de la diaspora ont suscité de vives critiques. Pour ce quotidien, le message présidentiel a été tourné en dérision par des jeunes désabusés. En effet, le discours du président Paul Biya passe mal auprès de la jeunesse camerounaise. C'est du moins le titre du quotidien Émergence, alors que le chef de l'État était attendu sur le terrain des opportunités à offrir aux jeunes pour assumer leur statut de fer de lance de la nation. Le journal Le Messager constate que le président de la République a servi du réchauffé aux Camerounais devant les conséquences économiques désastreuses de la crise sanitaire ayant engendré la perte de plusieurs milliers d'emplois et la fermeture de plusieurs petites entreprises, face à la recrudescence des violences meurtrières ayant plongé 3 régions dans un sinistre économique. Le financement de 5500 projets à hauteur de 15 milliards de francs CFA est-il suffisant pour sortir des jeunes du chômage galopant et du sous-emploi criard? L'annonce de la création de 500 000 nouveaux emplois en 2021 est-elle une preuve selon laquelle l'intégration socio-économique des jeunes est une priorité du gouvernement? Alors que le président de la République vient de célébrer ses 88 ans, dont 39 passés à la tête du Cameroun et environ 60 ans en tant que haut fonctionnaire, Paul Biya demande aux jeunes de prendre leur mal en patience, car le processus de transition générationnelle est en train de se mettre en place à travers, dit-il, la présence des jeunes dans le Parlement et les mairies. Faut-il croire en cette méthode de gestion des affaires publiques? En citant Arsène Biolet, ingénieur physicien, enseignant en Suisse, le plus jeune diplômé titulaire d'un doctorat en mathématiques en Afrique, Kister Wonderjob, et la lauréate du Goncourt des lycéens, l'écrivaine Djali Amal, le président exhorte la diaspora d'aller à la conquête du monde et de revenir, investir dans le pays. Ces seuls modèles cités dans le discours présidentiel sont-ils la face cachée de la misère des jeunes Camerounais? En citant la beauté des infrastructures sportives destinées à abriter le CHAN et la CAN, pourquoi le président de la République a ignoré l'audit très attendu des milliers de milliards de francs CFA investis pour la construction de ces différentes infrastructures? Ces questions brûlantes de l'actualité constituent la lame de fond de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau Christian Massoma, qui est militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun et représentant également les alliés du MRC. Christian, bonjour. Bonjour Cédric, c'est un plaisir renouvelé de revenir sur le plateau de droit de réponse. Je voudrais dire bonjour à tous les militants du MRC qui restent incarcérés dans les geôles du pays, injustement, au même moment où nous saluons la sortie du premier vice-président Mamadou Mota, qu'une forte délégation conduite par le président national est en train de conduire chez lui à Maroua et à Tokombéré. Donc c'est une semaine qui reste un peu contrastée pour nous, avec effectivement le discours du chef de l'État où on a eu affaire une fois de plus à des promesses creuses et un discours rhétorique qui n'apporte rien de nouveau à la vie des jeunes Camerounais. Nous allons en parler tout à l'heure sur le plateau de droit de réponse. Il est membre titulaire du comité central du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le professeur titulaire Pascal Charlemagne. Monsieur Nganyamding, bonjour. Bonjour Cédric, je voudrais dire bonjour à tous vos fidèles téléspectateurs, à ces Camerounais aussi de la diaspora, toutes tendances confondues, et rendre enfin hommage à tout le peuple de l'Ouest Cameroun, parce que voyez-vous, j'ai séjourné à l'Ouest où vraiment j'ai vu la chaleur humaine, j'ai vu des valeurs humaines, et singulièrement Sa Majesté Sokonjo. Nous avons passé 2 heures ensemble. Il m'a reçu au palais de Bamendjou.
Et hier encore, nous étions en échange. Je voudrais leur dire vraiment tout le respect que j'ai pour ce peuple de l'Ouest et pour tous ceux qui pensent qu'on peut construire le Cameroun par le dialogue et non par la violence. Sur le plateau de droit de réponse ce dimanche, il a fait le déplacement depuis Yaoundé pour être ici à Douala avec nous, Aristide Monod, analyste politique. Aristide, bonjour. Bonjour Monsieur Cédric Noufélé, bonjour à tous les co-discutants du jour, bonjour à tous les téléspectateurs du droit de réponse. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je réponds à vos invitations et surtout qu'il s'agit d'apporter ma modeste contribution à l'édification des masses. Vous savez que les médias font partie de l'appareil idéologique de l'État, donc c'est-à-dire qu'ils ont pour mission, entre autres, de former la population, de lui donner la dose idéologique nécessaire pour la stabilité de la société. Donc, à chaque fois que je suis invité, je ne traîne pas le pas parce que je sais que c'est une mission qui est commune, qui ne revient pas à un seul individu, qui ne revient pas à une seule structure, mais à ceux-là qui ont des capacités intellectuelles et morales de pouvoir prescrire quelques lignes de conduite aux compatriotes. Et sur le plateau de droit de réponse, il est éditorialiste au quotidien, La Nouvelle Expression, consultant ce droit de réponse. Edmond Kambia est avec nous. Edmond, bonjour. Bonjour Cédric Noufélé, je salue les copanélistes. J'adresse mes salutations cordiales et fraternelles aux millions de téléspectateurs fidèles de cette émission, ainsi que ma sincère affection. D'entrée de jeu avec vous, Aristide Monod, ce discours présidentiel à la jeunesse le 10 février 2021, des données publiées par le président de la République, 5500 projets financés à hauteur de 15 milliards de francs CFA en 2020. Est-ce que ces données suffisent à illustrer une volonté réelle du gouvernement de considérer comme priorité l'intégration socio-économique des jeunes? Vous savez, il faut déjà rappeler que la statistique n'est pas la chose la mieux partagée dans notre management public. Donc, il est difficile aujourd'hui de pouvoir poser un certain regard évaluatif sur des chiffres qui sont donnés par nos institutions. C'est d'autant plus que le plus important devrait être des écarts. C'est-à-dire que si on a eu à valider 5500 dossiers, il faut voir le nombre de dossiers non validés. La dernière fois, on parlait de 42 000 en prévalidation. Et aujourd'hui, le président de la République parle de 5500. Ça signifie qu'il y a eu beaucoup de déçus. Il faut tenir compte de ces écarts. Je me souviens du dernier recrutement des jeunes qui portaient sur la régie financière. Je pense il y a eu 10 000 dossiers déposés sur 100 places. Donc vous voyez que ce sont ces écarts qui devraient normalement intéresser l'analyste que je suis. Et étant donné que les statistiques, les chiffres ne sont pas les choses les plus partagées, je pense qu'il faut aller au-delà de ces données et peut-être poser un regard un peu plus sociologique en revenant sur quelques indicateurs sociaux qui peuvent nous permettre de mettre à l'épreuve ce que le président de la République a dit à propos de l'insertion socio-économique des jeunes. Je prendrai d'abord le cas de l'enrôlement des jeunes dans des bandes armées aujourd'hui, et j'évoque ces indicateurs parce que ce sont des modes, ce sont des formes alternatives d'intégration socio-économique, c'est-à-dire que des jeunes pensent qu'à un moment donné, la violence génératrice de revenus peut être une option. Je vais évoquer le cas de Boko Haram, où on a vu des jeunes aller prêter main forte à cette organisation criminelle avec une idéologie illusoire, mais les jeunes se sont dit que bon, à défaut d'avoir quelque chose qui vient de notre cadre originel, mieux on souscrit à la nouvelle offre qui est proposée par l'ennemi du Cameroun. Donc des jeunes qui ont donné leur sueur à Boko Haram, qui ont vendu leur sueur parce qu'il y avait des contreparties, des motos, les 500 000 francs CFA, des bijoux et autres. Donc ces éléments, ce cas nous permet aujourd'hui
voir si effectivement les jeunes sont mieux lotis dans le marché de l'insertion socio-professionnelle, socio-économique. Prenons le cas de l'Amazonie aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les rangs des sécessionnistes armés, tout simplement parce qu'ils cherchent des débouchés, ils cherchent des issues. Vous avez l'économie de la guerre qui rend compte en fait de cette réalité. À côté de ces jeunes qui sont enrôlés dans des bandes qui déstabilisent le Cameroun et qui sont là parce qu'ils cherchent des revenus. Il y a ceux qui souscrivent même aux objets de ces différentes luttes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les jeunes estiment que l'État du Cameroun n'est plus à même de leur garantir le nécessaire et par conséquent, il faut peut-être penser un nouveau modèle étatique. Il y a eu celui qui a été proposé par la Jamaatou Wali Sunalita Wati Wal Jihad alias Boko Haram avec l'État islamiste qui a voulu donc prendre le corps dans le bassin lac tchadien avec une nouvelle offre pour ces jeunes qui voyaient comme ça un nouvel État venir challenger l'État du Cameroun, l'État du Tchad, l'État du Nigeria. Vous avez aujourd'hui l'Amazonie qui est considérée comme un modèle étatique alternatif, c'est-à-dire que les uns et les autres estiment que l'État du Cameroun ayant failli, il faut faire prospérer un nouvel État qui pourra peut-être garantir l'intégration socio-économique des jeunes. Donc il y a le banditisme même, le banditisme rural avec le phénomène des enlèvements dans la Damawa. Toutes ces activités sont menées par les jeunes et ce qui pousse en fait les jeunes à adhérer à cette criminalité, c'est également la recherche des issues de survie. Vous avez le phénomène des microbes qui apparaît aujourd'hui au-delà de la simple délinquance, apparaît comme une forme de répartition criminelle des ressources. C'est-à-dire que des jeunes qui n'ont absolument rien estiment qu'il faut peut-être passer par les coups de poignard et autres pour pouvoir rentrer dans ce qu'ils estiment être leur part dans ce Cameroun. On a vu à Douala, on a vu le phénomène des microbes à Mokolo, ça ce sont les deux capitales du Cameroun, où des jeunes profitent pour se faire un peu de sous. Et tout ceci rend toujours compte du fait qu'il y a un problème d'insertion. Maintenant, on peut aller au-delà avec l'économie du sexe qui prospère aujourd'hui. C'est-à-dire que des jeunes des jeunes filles qui s'investissent dans l'économie libidinale, donc c'est-à-dire que le marché du piment. Et vous avez aujourd'hui certaines têtes qui sortent et qui s'imposent comme des success stories. Donc c'est-à-dire qu'il y a des icônes dans ce marché. On va pas citer des détails, je vous en prie. Il y a aujourd'hui des jeunes garçons qui concurrencent des filles dans ce marché. Donc c'est-à-dire d'un côté vous avez des Tchizas, de l'autre côté vous avez des Tchizo, ainsi de suite. Et vous avez aussi des icônes, c'est-à-dire des jeunes qui ont été élevés au rang de stars dans le milieu de l'homosexualité ou alors du marché de la pimenterie. Et tout ça relève en fait de la recherche des issues. Parce que n'ayant pas la possibilité de glaner un concours ou alors d'être recruté autre, des jeunes estiment qu'il faut peut-être aller voir de ce côté. Et je vous rappelle, il y a une certaine internationalisation même de ce marché. C'est-à-dire qu'on essaye de conquérir le marché ivoirien. Vous avez beaucoup de marchés qui sont attaqués par nos jeunes filles à la recherche en fait de ces sources de revenus. À côté de cela, vous avez les groupes ésotériques. Aujourd'hui, dans des universités, vous avez des jeunes qui pensent à un moment donné que n'ayant pas la possibilité d'être recrutés de façon objective, il faut peut-être faire allégeance à un groupe ésotérique pour y arriver. Vous avez même le marché de la foi avec les organisations qui opèrent désormais dans le miracle. Le jeune qui n'arrive pas à réussir un concours, un premier concours, un deuxième, un troisième, il estime que c'est la sorcellerie. Et pourtant, c'est un concours qui est limité. Et immédiatement, il est accueilli par les promoteurs de miracles. Donc, c'est-à-dire ces églises qui arrivent pour spolier, en fait, les jeunes. Donc, est-ce que les réponses apportées par le gouvernement à travers ces politiques publiques destinées à la jeunesse, est-ce que ces réponses se sont appropriées et permettent de résorber ce problème de chômage que vous posez et ce problème de déviance observé chez les jeunes sans emploi ou face à une situation de précarité? Déjà, je rappelle que lorsque je parle de la déviance, ce n'est pas au sens moral. La déviance est dans son institution
en forme alternative d'intégration. Donc, c'est-à-dire, des jeunes pensent qu'il faut passer par la déviance pour corriger une tare qui est en fait causée par l'État, c'est-à-dire l'État qui n'arrive pas à leur donner un peu, il crée donc en fait quelques petites issues. Donc je ne parle pas du point de vue moral. Bon, maintenant pour ce qui est de votre question, je pense que l'État essaye, mais il faut déjà créer les emplois. Il faut déjà les créer. Et je pense qu'aujourd'hui, la politique qui a été engagée, prenons le système éducatif. Le système éducatif, c'est celui qui est promu au Cameroun depuis 1960. C'est le système éducatif qui forme en fait des oiseaux, c'est-à-dire des gens qui bavardent, mais ne met pas assez d'énergie pour former ceux qui peuvent passer à l'acte. Je prends le cas de l'université de Yaoundé 2. Lorsque vous avez 23 000 étudiants en L1, donc licence 1, 2, 3, lorsque vous avez 24 000 étudiants qui font uniquement le droit, comment est-ce que vous comptez insérer 23 000 étudiants? Est-ce qu'il y a des cabinets qui peuvent absorber la masse? Est-ce que les NAM peuvent absorber la masse? Ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on fabrique, on produit en fait des chômeurs. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'étais au lycée, il existait dans le département de la Ligue un seul lycée technique. Imaginez, entre-temps, on faisait la promotion du lycée des lycées d'enseignement général qui font plutôt des gens qui vont bavarder, qui vont écrire, mais qui ne peuvent pas passer à l'acte. Donc, je pense qu'il y a des choses qui ont été faites par l'État, mais c'est suffisant. Il y a également la responsabilité donc, de la jeunesse, mais en dernier ressort, c'est l'État qui donne une orientation, c'est l'État qui appuie, c'est l'État qui accompagne. Après vous, Aristide, Edmond Kamgia, 2020 a été une année de perte des milliers d'emplois pour des jeunes du fait de la crise sanitaire et des conséquences continues de la crise anglophone. Est-ce que le président de la République, dans son discours, a répondu à ces préoccupations de ces jeunes Camerounais sans emploi du fait de ces crises multiformes qui secouent le Cameroun? Je n'ai pas l'impression que le chef de l'État ait apporté des réponses concrètes aux problèmes d'emploi ou de sous-emploi que posent les Camerounais en général et les jeunes en particulier. Voyez-vous, l'année 2020 a été une année très difficile pour nous tous, en partie à cause du phénomène du coronavirus qui est survenu chez nous vers le mois de mars et qui a eu un impact très négatif, aussi bien au niveau de l'implémentation, n'est-ce pas, de certaines politiques publiques qui étaient en cours, mais également au niveau des entreprises pourvoyeuses d'emplois qui connaissaient déjà d'énormes difficultés depuis plusieurs années, depuis au moins 2016. Parce que depuis le début de la crise anglophone, les entreprises camerounaises souffrent, y compris les multinationales, les entreprises camerounaises et autres. Et même, il y a le GICAM qui a sorti plusieurs rapports pour montrer la situation réelle de l'économie camerounaise et les pertes en termes de milliards que nous avons du fait non seulement de la crise anglophone, mais également depuis quelque temps à cause de l'impact socio-économique du coronavirus. Mais je m'arrêterai pas là. Je dirais que sur la question de l'emploi des jeunes, au-delà du coronavirus, avant même le coronavirus, on savait que ces problèmes existaient. Et il y a eu des initiatives qui ont été apportées par le gouvernement. Mais quand on fait le bilan sur ces différentes initiatives pour permettre aux jeunes soit de s'auto-employer, soit de trouver de l'emploi à travers, j'allais dire, le Fonds national de l'emploi, dont il convient aujourd'hui, sincèrement, de faire un véritable bilan pour savoir que nous a apporté le Fonds national de l'emploi depuis sa création dans les années 91. Parce que si cette structure avait apporté ce que le Cameroun en attendait depuis ce temps-là, je crois qu'on aurait beaucoup évolué. Peut-être même qu'on aurait transformé cette structure en une autre, plus efficace. C'est dire qu'en réalité, je dois rappeler deux marqueurs forts, deux dates importantes, à partir de laquelle le Cameroun a connu d'énormes difficultés. 1998 et 1999, le Cameroun est doublement champion du monde de la corruption. Et puis, à côté de la corruption, il y a des détournements massifs. Et les réponses
que nous aurions souhaité que le gouvernement apporte pour corriger ces manquements n'ont pas apporté les fruits escomptés. Certes, on a créé entre-temps beaucoup de structures comme la CONAC, on a créé le tribunal criminel spécial, l'Agence nationale d'investigation. Mais même s'il fallait faire un bilan de ces différentes structures qui ont été créées, on se rendrait compte que toutes ces structures n'ont pas pu apporter les résultats escomptés, malgré les efforts que font la CONAC, que font le tribunal criminel spécial. Mais il faut dire également que, après le fait que nous ayons été ciblés, épinglés comme champions du monde de la corruption en 98 et 99, 10 ans après, on se rend compte que les problèmes n'ont pas évolué du tout. Parce que, rappelez-vous, les marches de 2008, on a dit les marches, les émeutes de la faim. Mais en plus des émeutes de la faim, parce qu'il y avait la vie chère, il y a eu un contexte sociopolitique qui n'a pas favorisé la résolution des problèmes au Cameroun. Parce qu'en même temps, à côté des émeutes de la faim, où il y a eu, selon le gouvernement, 40 morts, mais selon les associations ONG et la société civile, près de 400 morts, parce que voilà, pour répondre, n'est-ce pas, à des jeunes qui marchaient, parce que pour l'essentiel, c'était des jeunes qui marchaient, parce que la vie était chère, la réponse a été la répression systématique. Des jeunes ont été abattus, assassinés. Et jusqu'à aujourd'hui, on attend de savoir quel est le véritable bilan, parce que l'affaire était en justice, certains jeunes étaient en prison. La réponse a été la répression systématique. Et nous attendions à ce qu'il y ait une véritable réponse qui permette, c'est vrai, le chef de l'État a fait un discours dans le contexte de 2008 pour améliorer la situation des Camerounais qui ont un pouvoir d'achat très difficile. On a diminué, n'est-ce pas, le prix d'achat de certains produits, mais très vite, 10 autres années après, c'est-à-dire entre 2008 et même jusqu'à ce jour, on se rend compte que les mêmes produits dont le prix avait baissé, sont remontés au niveau du prix. En partie du fait des guerres que nous avons au Cameroun, notamment la guerre contre Boko Haram, mais surtout la guerre depuis 2017 dans les régions nord-ouest et du sud-ouest. Vous savez que ces deux zones qui sont devenues zones sinistrées étaient des grands viviers agricoles. Et notamment la CDC, qui est le deuxième employeur de l'État, a perdu beaucoup de ses employés, n'apporte plus les rendements escomptés. Et les conséquences, c'est le chômage, le sous-emploi qui se multiplie, y compris parmi les jeunes, les parents et même les jeunes. C'est vous dire que, pour répondre, pour achever, pour chuter sur votre question, est-ce que le chef de l'État a apporté les réponses aux jeunes? La réponse est non. La réponse est non. Après vous, Edmond Kamgia, Christian Massouma, lorsque le président de la République vante le financement de 5500 projets à hauteur de 15 milliards dans le cadre d'un plan spécial jeune, est-ce que ce plan, selon vous, a permis de sortir les jeunes du chômage, de permettre à d'autres de créer des entreprises dans lesquelles ils ont recruté d'autres jeunes au regard de l'environnement socio-économique du pays? Mais ça nous fait, quand on écoute le président de la République s'exprimer dans le cadre de la fête de la jeunesse et parler de la promotion et de l'insertion professionnelle et économique des jeunes, on a l'impression que malheureusement, une fois de plus, le chef de l'État est coupé des réalités de son pays. Parce que quand vous parlez des 5500 projets qui ont été financés par l'État, qui sérieusement peut penser qu'on ressent l'impact de ce financement dans la vie des jeunes Camerounais aujourd'hui? Nous connaissons dans ce pays un chômage endémique. Nous connaissons une paupérisation des jeunes qui est extraordinaire. Les jeunes n'ont aucun repère et sont en déperdition totale. Et l'État qui est censé apporter des conditions, ou alors garantir des conditions minimales d'insertion professionnelle, et notamment la promotion d'un climat des affaires serein, vous dites qu'il a financé 5500 projets des jeunes au moment où le seul emploi qui est reconnu à la jeunesse aujourd'hui, c'est soit le bensekin, soit les débits de boissons. Sincèrement, on se pose la question de savoir si ces discours rhétoriques à répétition, ces discours totalement creux que le chef de l'État nous sert à longueur d'année, il ne mesure même pas le désaveu
et la fracture qu'il y a entre ces discours et le vécu et le quotidien de nos jeunes compatriotes. Moi, je vais vous dire, je vais être assez trivial sur un certain nombre de questions. Tout à l'heure, mon collègue à côté, il a évoqué l'adéquation entre la formation et l'emploi au Cameroun. Je suis d'accord que pendant des années, on a formé des Camerounais, non pas pour une insertion professionnelle qui peut éventuellement leur garantir de pouvoir s'auto-prendre en charge, mais on a formé des personnes dans une université qui était pratiquement moribonde, où quelqu'un a évoqué l'autre jour que le président de la République, qui doit lui-même présider le conseil scientifique, n'a jamais fait quelque chose pour impulser les politiques au sein de l'université. On a évoqué la professionnalisation des enseignements. Mais depuis qu'on a tous ces effets d'annonce, les Camerounais et notamment les jeunes ont du mal à comprendre véritablement ce qui se passe parce que cela ne se traduit pas sur le terrain avec une politique qui permet l'insertion des jeunes. Lorsque vous ne créez pas des bassins industriels, lorsque vous ne créez pas un environnement susceptible d'attirer des investisseurs qui doivent pouvoir ramener suffisamment de capitaux et créer des entreprises qui vont absorber ce chômage endémique, comment est-ce que vous pouvez imaginer que les jeunes vont s'insérer? Ce n'est pas la fonction publique qui a vocation dans un État qui se développe à absorber l'essentiel du chômage de ces jeunes. Or, ce que nous constatons au Cameroun, vous venez de voir récemment lorsqu'on a lancé le concours d'enrôlement des jeunes Camerounais dans le BIR, c'est des dizaines de milliers de jeunes qui sont sortis de tout le pays, pas parce que c'est leur option en termes de profil de carrière, mais parce qu'ils cherchent juste un endroit où ils peuvent avoir une garantie d'avoir un salaire à la fin du mois. Et voilà la situation dans laquelle nous vivons depuis des années. Et chaque année, on nous parle de 500 000 emplois créés, de 5 500 projets et autres choses. Mais personne ne voit les effets induits. Parce que le pouvoir d'achat des jeunes Camerounais reste extrêmement faible, sinon inexistant. Les jeunes s'appuient sur leurs aînés qui ont plus ou moins réussi, ou sur la diaspora que le président de la République vient de citer en disant qu'ils doivent revenir investir au Cameroun. Mais investir dans quel environnement? Dans un environnement où depuis 39 ans, nous sommes dans une léthargie en matière de vision, en matière de projection et en matière même de structuration de notre société. Et quel est le pays qui va attirer des investissements avec le climat sociopolitique, avec les guerres que nous subissons aujourd'hui et qui ne peuvent encourager personne à pouvoir investir dans un pays qui s'appelle Cameroun, dont notre destination n'est plus une destination qui attire les investisseurs. Et tant que les investisseurs n'arriveront pas, nous ne pourrons pas avoir la création des emplois issus de ce type d'investissement. Donc le président de la République, malheureusement, au lieu d'être le chef de son clan politique, au lieu de rester dans une forme de clivage permanent en traitant ceux qui le contredisent, soit de démons, soit de propagateurs de la haine, il doit pouvoir être dans une forme de rassemblement, c'est-à-dire il doit lui-même être celui qui est l'instigateur du rassemblement et essayer de fédérer les Camerounais autour d'une espèce de projection commune afin que nous sortions de l'ornière. Mais les jeunes Camerounais aujourd'hui n'ont pas beaucoup d'espérance et c'est pour ça que malheureusement l'ensemble des dérives qui ont été décriées par les uns et les autres vont continuer à prospérer parce que personne ne croit plus en la capacité de l'État camerounais à apporter quelques solutions que ce soit aux problèmes des jeunes. Après vos questions, professeur Pascal Charlemagne, Mzanganyamding, les panélistes ici viennent de dresser un bilan sombre de l'intégration socio-économique des jeunes, contrairement à ce qu'a indiqué le président de la République, qui a fait savoir dans son discours que c'était une priorité du gouvernement. Plusieurs données et faits présentés ici relèvent plutôt d'une indifférence des pouvoirs publics face aux préoccupations des jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il ne faut pas être extrémiste. Il faut tenir bon, comme ces milieux de jeunes Camerounais qui continuent à s'inscrire à l'université parce qu'ils savent qu'il faut s'instruire et que l'école c'est leur avenir, quel que soit le cas. Il faut tenir bon. Je crois que nous avons des chiffres qui parlent par eux-mêmes. Lorsque le président Paul Biya arrive au pouvoir, aux affaires, c'est vrai, on lui a dit pourquoi ces universités, il n'y en avait qu'une seule. Je voudrais reconnaître que aujourd'hui, il y en a 8. Lorsque vous comparez techniquement, au lieu de faire parfois ce que j'appelle du bavardage politique, des pays comme le Japon, les États-Unis, la France qui m'a hébergé et qui m'a formé, ça il faut le reconnaître, une société où les jeunes sont instruits, où les jeunes sont formés.
c'est une société d'avenir. Parce que lorsque vous avez ce qu'on appelle, et chez les anglo-saxons, you have your education, une société des gens éduqués, il y a des comportements qu'on ne peut pas afficher. Alors, de manière péremptoire, venir ici dire que le président de la République a découragé certains jeunes. Non, il y a des jeunes qui sont effectivement fragiles et que son discours n'était pas important, c'est totalement faux. Pourquoi? Parce que moi, j'ai cadré le discours du président sur 2 déterminants. 2. Le premier déterminant, le président Paul Biya a eu le courage, j'ai appelé ça discours testament, de reconnaître la détresse de certains jeunes au Cameroun. Pour moi, vraiment, j'ai été impressionné. Alors, lorsque, ici, mon jeune et estimé collègue Aristide Mono fait un diagnostic sur les différents champs sociaux qui structurent la société, et il vous montre quand même que quelque part, la jeunesse a elle-même choisi des voies alternatives d'existence, c'est touchant. Ça fait très mal au cœur, et vraiment sur ce point bien précis, je voudrais féliciter et partager le point de vue d'Aristide Mono, parce qu'effectivement, il faut dire à ceux qui nous écoutent qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes au Cameroun, c'est du moins certains jeunes au Cameroun, l'État n'a jamais créé, par exemple, un métier de bensikineur. Bensikineur, même si ces garçons payent l'impôt, hein, c'est une structuration spontanée, parce que les jeunes, contrairement à ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire, vous avez des personnes comme Soro ou Blegoudé qui, pour répondre immédiatement à la détresse des jeunes, bien diagnostiquée par le président de la République, ont pris des armes. Et là encore, on peut saluer ces jeunes au Cameroun qui ont compris qu'il faut s'en sortir par tous les moyens, parce qu'ils sont aussi allés à l'école. Ce sont des étudiants. Moi, je vous avoue que de ma posture d'enseignant des universités, j'ai plusieurs étudiants, malheureusement, que j'ai retrouvés bensikineurs. En français, même, ça n'existe pas dans le dictionnaire. Mais dans notre jargon, dans notre sociologie locale, on sait ce que c'est. On a retrouvé d'autres sauveteurs. On a retrouvé quand vous avez ces jeunes diplômés oui. d'université qui deviennent des vendeurs à la sauvette, un vendeur de friperie et conducteur, artisan de moto et colboxeur, est-ce que cela n'est pas une preuve de l'échec des politiques publiques destinées à la promotion de la jeunesse et à l'intégration des jeunes dans les milieux socio-professionnels? Mais je suis dans cette ligne de constat du président de la République. Je vous dis, et je continue à rappeler du moins aux téléspectateurs sur votre magistère de modérateur, que le président lui-même, quand vous écoutez son discours avec beaucoup de patriotisme, beaucoup de rigueur, vous prenez du recul. Et vous vous dites, qui parle? C'est le président de la République du Cameroun qui parle. Et dans un rituel républicain où le Cameroun est le seul pays au monde qui a une fête de la jeunesse. C'est le président qui parle, les autres font des commentaires. Les commentaires sont permis. Et je vous dis, premier pilier de son discours, il reconnaît la détresse des jeunes. Et sur ce point, il faut le dire, c'est quelque part, on ne peut pas nier, sur certains points, le président lui-même l'a constaté, l'échec de certaines politiques publiques en matière de mobilisation des jeunes, en matière de moralisation des jeunes, en matière d'insertion des jeunes et même en matière d'existence des jeunes à l'extérieur. Lorsque vous prenez, moi j'aime bien la symbolique des lions indomptables. Prenez le cas des lions indomptables. Un jour, je me suis assis avec mon stylo et une feuille dans mon bureau, en laboratoire. J'ai constaté que 90% des lions indomptables sont des anciens clandestins qui partent en Europe par tous les moyens. Une fois qu'ils réussissent dans une équipe, le pays les récupère. Et sur ce point et sur cette détresse, je vous démontre ici que les jeunes ont tout donné. Parce que si le président le tient, regardez, quand on prend le football, les années 90, les années 82, les années 94, les meilleurs ambassadeurs et ceux qui ont tout donné à ce pays, ce sont les jeunes. Je reviens maintenant au-delà même de la stabilité de cette dimension footballistique et sportive où nos meilleurs ambassadeurs sont les jeunes. Mais il y a même l'armée. La stabilité de ce pays est tenue par l'armée. L'armée est à 95% tenue par des jeunes. Donc le président, pour moi, quand je parle de discours testament, j'ai eu l'impression, j'ai regardé et écouté ce discours avec beaucoup de méditation. J'ai dit, ça y est, le président vient une fois de plus de rendre hommage aux jeunes en reconnaissant à un moment donné qu'ils ont été lésés. Et pour sortir, dernier pilier, il a apporté des réponses.
Quelle réponse, professeur Msanga Nyamding, quelle réponse a-t-il apporté concrètement? La première réponse, vous savez, chacun de nous ici est issu d'une famille et a un père, au moins un parent, au moins une mère. Écoutez, si votre enfant revient parce que vous n'avez pas pu lui donner à manger hier et il a été délinquant, il a cassé, il a détruit, mais que peut faire un président de la République? C'était ce qui m'a intéressé, moi. Au deuxième carcan de son discours, il leur a dit, surtout, chaque génération peut apporter, et la réponse qu'il a donnée, il demande aux jeunes de tenir bon. De tenir bon, parce que je vais vous donner quelques... Mais professeur Msanga Nyamding, cela fait de nombreuses années que les jeunes essayent tant bien que mal de tenir bon. Vous avez décrit l'environnement socio-économique. Oui. Il y a 3 régions économiquement sinistrées où il n'y a plus d'industrie et plus d'emploi. Quelle réponse a été apportée pour ces jeunes Camerounais sans emploi dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest qui n'ont plus rien pour pouvoir, comme en matière de revenus? Quelle réponse est apportée à ces milliers de diplômés qui sortent des universités et qui ne trouvent pas d'emploi au Cameroun? Que vaut d'abord la morale? Lorsque vous avez votre père, Cédric Noufélé, moi je suis un père de famille et je suis chef de village, que de dire d'abord à un enfant que la solution n'est pas la perversion. C'est un meilleur culpa que le président refait en matière de politique publique. Et il retourne ces jeunes non seulement vers ce qui a été fait, mais vers ce qui peut se faire. Et là, vous avez raison, effectivement. Je voudrais vous dire que ce deuxième pilier, le président rappelle quand même aux jeunes que effectivement, il faut restructurer l'État. Le président rappelle aux jeunes qu'effectivement, malgré les efforts qui ont été faits, ils doivent accéder aux fonctions décisives. Je vous prends un exemple. Je suis de ceux qui pensent que lorsque le président de la République et certains évoquent les 15 milliards d'emplois de jeunes, certains oublient aussi de porter au parapet du président de la République l'élément où on aurait quand même voulu qu'il y ait un site internet où on voit dans un pays où des gens volent comme des souris, où on dit 15 milliards, région par région, dans telle région, tel département, voilà le jeune qui a bénéficié de cet argent. Dans tel département, voilà le jeune qui a bénéficié de cet argent. Dans tel arrondissement. Je pense que le débat posé par le président de la République, il demande aux jeunes de prendre leurs responsabilités quelque part parce que on nous donne l'impression, parce que certains ont dit au président qu'on a débloqué 15 milliards. Qui peut nous dire où cet argent est parti? Moi, je suis membre du comité central. J'ai secoué la tête. Et j'étais avec un ami. Je lui ai dit, regarde, comment c'est déjà trompe encore notre chef. Parce que le président a des chiffres. Le président, dans un village ou dans un canton, ne peut pas être chef de village, chef de quartier. Mais ils disent au président qu'on a donné 15 milliards. À qui? Pourquoi on ne met pas une structure centrale où lorsqu'on est sur un ordinateur, allez à Pôle emploi en France. Lorsqu'on vous dit qu'on a créé une entreprise, vous tapez, tac, tac, tac. Vous voyez, département du Nkam, département du Konki, département, voilà ce qu'un jeune a aidé. Et je pense, là avec conviction, que c'est ce que le président a dit, oui, on a débloqué 15 milliards, c'est aller dans des poches privées. Et pour terminer sur ce point, monsieur Noufélé, je voudrais tout simplement rappeler ici que, en félicitant bien entendu le ministre des Sports, vous l'avez évoqué. Vous l'avez évoqué, je ne peux pas l'occulter. Parce que certains, parce qu'il y a eu des grands groupes imposés par la CAF, qui ont maintenu la lumière pendant les matchs. Certains ont dit, de sources sûres, je vous le dis, au président, Excellence, vous voyez, tout le Cameroun a maintenant la lumière. Pourtant, c'est les groupes électrogènes qui éclairaient les stades de Limbe, les stades de Japoma et autres. Et pendant les matchs, les Camerounais et le président au palais, voyant que les stades brillent, ne savaient pas qu'il y avait les délestages dans les quartiers, dans les villes, dans les départements, et que les Camerounais étaient dans le noir à travers la canne. Et pour terminer, lorsque le président de la République, que moi je soutiens, avec beaucoup d'émotion, parfois avec des larmes aux yeux, nous parle des beaux stades, il a raison. On parlera de ces stades tout à l'heure. Mais c'est tout et vous dire que quelque part, le discours présidentiel est un discours
testamentaire où le président prépare les jeunes malgré quelques points d'ombre, lorsqu'on sait quand même que ce n'est pas un jeune qui est à la tête de l'Assemblée, ce n'est pas un jeune qui est à la tête du Conseil économique et social, ce n'est pas un jeune qui est à la tête du Conseil constitutionnel, ce n'est pas un jeune qui est également à la tête du Sénat, etc. Moi, je pense que le président a quand même peu à dire aux jeunes que préparez-vous à occuper les postes décisifs. On attend. Justement, après vous pensez de Sanga Nyamzing, j'aimerais avoir la réaction de Christian Massoma. Alors, 5500 nouveaux emplois annoncés pour 2021 par le président de la République, est-ce que vous y croyez? Je ne crois en rien. Je pense que je suis Camerounais et je ne veux pas rêver parce que je sais que nous sommes habitués avec ce système à des déclarations fantaisistes en réalité. J'ai l'impression que on se moque des Camerounais. Mais je le dis de manière assez, pas péremptoire, mais avec une certaine aisance. Les Camerounais ont pris conscience qu'on ne peut plus rien attendre de ce régime. Et depuis longtemps. C'est-à-dire, on a beau vouloir enfermer les Camerounais dans cette espèce de discours enjôleur, la réalité est que sur le terrain, personne ne ressent les effets de création de quelque emploi que ce soit. Soit ces emplois sont créés dans des groupes privés, soit c'est des emplois virtuels, soit c'est des emplois totalement imaginaires. Mais quel emploi a été créé dans quel secteur de l'économie camerounaise? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tout à l'heure, comme on a parlé des statistiques, comme nous disent exactement les secteurs qui sont pourvoyeurs d'emplois aujourd'hui au Cameroun, dans un pays qui est totalement sinistré sur le plan économique, où la corruption est endémique, où nous ne pouvons rien avoir en termes de perspective et rien espérer après une gouvernance chaotique de plus de 38 ans qui est totalement appuyée sur des personnes qui n'ont plus aucune vision ni aucune volonté pour développer leur pays. Donc moi je pense que les effets d'annonce, nous en avons marre dans ce pays. Nous voulons les faits concrets. Le président de la République, en tant que chef de l'État, doit pouvoir de manière concrète dire aux Camerounais, voilà ce qui a été fait, voilà ce que nous avons fait, voilà ce que nous avons... Or, tout ce que nous écoutons dans les discours et depuis des années, personne ne le ressent. Est-ce que le panier de la ménagère, tout à l'heure j'ai parlé de pouvoir d'achat, est-ce que le panier de la ménagère a eu un peu plus de contenu parce que aujourd'hui le pouvoir d'achat est allé à la hausse? Est-ce que les flux financiers en circulation, en dehors des circuits habituels de la corruption, de la contrebande et de la contrefaçon, font en sorte qu'on ressente que l'économie est en mouvement? Je vais vous prendre un exemple qui me touche particulièrement. On parle du financement des projets, par exemple. On a créé, et je pense que c'est le président de la République il y a quelques années, la banque de promotion des PME. Cette banque est aujourd'hui pratiquement en faillite. Combien de projets ont été financés par cette banque? Comment un outil qui est censé soutenir la promotion des projets des jeunes entrepreneurs camerounais peut se retrouver, et je connais des dizaines ou des milliers de Camerounais qui ont sollicité des financements dans cette banque et qui n'ont jamais rien obtenu. Donc il faudrait que nous soyons un peu sérieux. Nous ne vivons plus dans une époque où on peut sériner des choses à longueur de journée en espérant que ces personnes auxquelles on s'adresse, c'est des personnes qui n'ont aucun éveil, qui n'ont aucune conscience intellectuelle des enjeux qui sont en train d'interpeller notre pays aujourd'hui. Je vais chuter juste je vais juste dans ce que je voulais en train de dire. On exhorte la diaspora de revenir, mais je l'ai dit tout à l'heure, qui pense que cette diaspora à laquelle on ne reconnaît ni la double nationalité, à laquelle on ne donne aucun poste de promotion au niveau des postes de pouvoir et autre chose, on va leur dire subitement, là où vous avez la stabilité, parce que votre pays n'a pas pour vous donner cette stabilité, sortez de cette stabilité, revenez ici, on va mieux vous mater, on va vous écraser. Mais le chef de l'État, il a cité des exemples, hein. Arsène Biolet, ingénieur physicien, enseignant en Suisse, appartenant à un ordre de ceux qui explorent l'astronomie à travers le monde. Il y a le jeune mathématicien qui a 22 ans, Van Job Tister, et la lauréate du prix Goncourt des lycéens, Gali Amal, écrivaine. Pour lui, ce sont des modèles à suivre pour la jeunesse camerounaise. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur en dehors de la lauréate du prix Goncourt des lycéens, est-ce que les deux autres jeunes compatriotes ont été formés dans des universités camerounaises? C'est facile d'évoquer des personnes qui sont allées à la diaspora, que le cadre académique a permis d'émerger, pour lesquels le cadre académique a permis d'émerger et d'être là où ils sont aujourd'hui, et de les citer en modèle et en exemple. Est-ce que le Cameroun, après 60 ans
60 ans après les indépendances, ne pouvait pas lui-même avoir des universités capables d'être des universités de référence et former des Camerounais qu'on peut citer en modèle. Ces Camerounais de la diaspora, ils le sont parce que c'est des pays d'accueil qui leur ont donné cette possibilité d'être là où ils sont. Aujourd'hui, on peut les citer dans tous les domaines. Ouais. Il a pris quelques exemples. On aurait pu citer des dizaines ou des centaines d'exemples que les pays d'accueil dans lesquels ces compatriotes sont retrouvés ont donné, auxquels les pays d'accueil ont donné la possibilité d'être là où ils sont aujourd'hui. Et il a cité parce que juste ils sont Camerounais. Je vous mets au défi que si ces mêmes compatriotes arrivent au Cameroun aujourd'hui pour pouvoir servir notre pays, on va les retrouver dans une espèce de mouroir des mois juste après, parce que le Cameroun ne leur donnera aucun cadre ou aucune condition de pouvoir. Ceux qui sont revenus, qu'est-ce qu'ils sont devenus depuis? Parce qu'il y a beaucoup de Camerounais de la diaspora qui sont revenus avant. J'aurais voulu que le chef d'État cite ces Camerounais en disant que ceux qui sont revenus, voilà ceux qui sont devenus. Mais en dehors de Camerounais qui sont formés soit dans des écoles d'administration publique telles que l'ENAM, l'IRIC ou autre chose. Quand vous regardez l'essentiel de l'appareil de gouvernement dans ce pays et l'essentiel des postes qui sont occupés par un certain nombre de hauts fonctionnaires, tous sont issus de ces écoles, les gens de la diaspora. Donc il ne faudrait pas qu'on leurre les Camerounais en disant que la diaspora au Cameroun n'est utile au chef de l'État que lorsque elle envoie des revenus et lorsque elle doit venir enrichir un système qui est totalement moribond. Et c'est pour ça que cette diaspora est à couteau tiré jusqu'aujourd'hui, parce qu'elle ne se reconnaît pas en ce système et aux hommes qui incarnent cette gouvernance. Après vous, Christian, Edmond Kamdia. Oui, avant Edmond, si vous pouvez souhaitez réagir. Dans son élan, je partage la position de ce représentant du MRC. J'ai dit qu'on allait éviter l'extrémisme, mais là, il est dans une rationalité. Je pense que ceux qui ont amené le président de la République à citer ces gens de la diaspora ont encore trompé le président. À quel niveau le président a-t-il été trompé selon vous? Permettez-moi. Je suis de la diaspora. Enfant, maison, travail. Oui, Cédric, j'ai dans ma poche une carte pour parler des jeunes qui ont entre 20 et 50 ans. C'est-à-dire, passer cette carte à Cédric, j'ai pris cette carte que beaucoup de ministres et de membres du RDPC, des faux militants du RDPC n'ont pas, la carte cachée. Quand j'ai pris cette carte, je vous en prie. Les anciennes cartes. Cette carte-ci, j'avais 20 ans. Diplômé de Sciences Po, diplômé de la Sorbonne, professeur en France, à l'Université des Antilles-Guyane, avec contrat, militant du RDPC. Quand je suis revenu, qu'est-ce qu'on m'a donné? Et là où le représentant du MRC ici a raison, on aurait dû dire aussi au président, a montré que voilà un monsieur qui est venu de la diaspora. Il est rentré en dehors de moi. Moi, je ne parle pas de moi. Parce que je vis des souffrances, même avec ma malvoyance. Chaque jour pour moi est une vie de travail et d'épreuve. Rien que parce que j'ai mal aux yeux, j'ai des problèmes des yeux, c'est une épreuve. Je suis devenu professeur titulaire. Là où le représentant du MRC a raison. Pourquoi on n'a pas amené le président de la République à citer les anciens de la diaspora qui, tel est ministre, tel est DG, tel est directeur d'une grande école? Est-ce qu'il y en a concrètement? Il n'y en a pas pratiquement. Écoutez, je vous dis, les gens veulent tromper le président. Parce que certains, quand j'ai parlé du coup d'état scientifique, leur image est de donner l'impression que le président est devenu gaga, qu'il est un homme qui ne comprend plus rien, qui dit des choses qui ne tiennent pas. C'est ce que je combats dans mon parti. Dire au président des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Je vous dis que la diaspora, prenons le cas de la double nationalité et autres. La plupart des gens qu'on a fait citer au président sont des binationaux. Je vous prends quelques exemples. Bel Antoine, qui est un ami, et qui a été capitaine de l'Olympique de Marseille, qui est ingénieur des travaux. Bel a voulu se présenter aux élections récemment. On a dit à Bel Antoine qu'il est français. Si Biwole, les autres rentrent, on va les mettre où? Ce sont des binationaux. Je vais plus loin, parce que ce sont des gens que je connais très bien. Quand j'ai dit que le président doit faire attention à son entourage, ce sont des gens très dangereux et qui sont devenus de plus en plus dangereux. Et moi, je ne peux pas l'accepter. Prenez le cas de mon camarade Emmanuel Com. Hervé, moi j'ai connu Hervé, j'étais jeune étudiant. Hervé était déjà directeur du cabinet auprès du directeur du Crédit Commercial de France. Hervé a voulu se présenter à la députation dans le RDPC, on lui a dit non.
étant dans l'opposition, j'ai vu Mongo Betty, on parlait de l'éducation qui est complètement tordue. Parce que quand nous étions ici très jeunes, rappelez-vous, on lisait Esaboto de Mongo Betty, on lisait Une vie de boy, on lisait Césaire Cahier d'un retour, parce que maintenant on parle du Cernolingus dans les livres. Quand Mongo Betty est venu ici, à l'image de certaines personnes qu'on a fait citer au chef de l'État, on a dit à Mongo Betty que tu ne peux pas te présenter à la députation. Donc vous voyez que c'est une construction qui est menée à l'effet d'amener des gens à dire au président des choses qui vont encore énerver la diaspora et énerver les jeunes. Voilà ma carte, je vais chuter en disant, oui, sur certains points, je pense qu'il faut restructurer l'État. Par exemple, et je chute là-dessus avec votre permission, mon estimé collègue politologue Aristide Monod a dit oui, on forme des jeunes. J'ai dit qu'il faut former parce que, prenons un corps comme les avocats. Moi, j'ai vécu aux Antilles avec une compagne antillaise. Quand vous allez à Martinique, c'est 400 000 habitants, il y a le barreau de Martinique. Il y a le barreau de Guadeloupe, 400 000 aussi, habitants à peu près. Il y a le barreau de Guyane, à peine 200 000, 169 000 habitants. Mais alors moi je dis que pourquoi on ne restructure pas, par exemple, il a cité plusieurs licenciés en droit. On ne restructure pas, par exemple, le barreau du Cameroun, où on aura le barreau du nord-ouest, barreau du sud-ouest, barreau du centre. Là aussi, il faut reconnaître que nous sommes responsables, et je termine sur un dernier point. Restructurer l'État, c'est mettre en place des dynamiques où vraiment, quand on veut, il a cité, et je chute là-dessus, je vous ai bien dit que ce point m'a intéressé, la banque des PME. Mon cher ami, je voudrais vous dire sur ce point, vous avez raison. Des bandits qui sont aux affaires ont détourné le projet du président dans la banque des PME. Parce qu'en même temps qu'il y avait la banque des PME qui devait accompagner les jeunes, par exemple les agriculteurs, allez au ministère de l'Agriculture. Le ministre de l'Agriculture m'écoute. Il faudrait qu'ils sachent qu'ils ont affaire à des experts. Allez voir la ligne de crédit et parfois de faux crédits que chaque ministre de l'Agriculture accorde à sa famille. N'est-ce pas cet argent pouvait être déversé à la banque de petites et moyennes entreprises pour soutenir par exemple les jeunes agriculteurs dans toutes les structures ministérielles? C'est quoi pratiquement cette histoire où on vous parle de temps en temps d'aide à tel sectoriel ici, financement sectoriel là, qu'on fait héberger dans des ministères où vraiment je reconnais la corruption que Paul Biya, mon maître politique, combat, a pris de l'ampleur partout. Je pense que le président a eu raison de dire enfin, in fine, qu'il faut que les jeunes se ressaisissent, se reprennent en main, parce que ce discours du président, qui est pour moi un discours testamentaire, il est en train de nous dire, je ne serai plus là un jour. Voilà le diagnostic, chers jeunes, prenez votre destin en main. Après vous, Messanga Nyamding, Edmond Kambia, trois personnalités citées par le président de la République, au rang desquelles Arsène Biolet, ingénieur physicien, enseignant en Suisse, appartenant à la General Atomics, qui est venu au Cameroun durant près de 3 semaines pour partager son savoir avec des étudiants de Polytechnique à Yaoundé, de l'IUT à Banjul et d'autres jeunes Camerounais. Et à Tister Vodo, 22 ans, titulaire d'un PhD, d'un doctorat en mathématiques, et également la lauréate du prix Goncourt de lycéen Gali Amal. Et pour le chef de l'État, ce sont des modèles à suivre. Est-ce que ces modèles reflètent la volonté du gouvernement d'investir dans le secteur éducatif et d'encadrer les jeunes pour leur permettre d'être les talents qui rayonnent sur le plan international? Je vais d'abord répondre, avant de répondre à cette question, je vais juste revenir sur une chose qu'a dit le professeur Messanga Nyamding. C'est juste une petite contradiction. Lorsqu'il a, dans la première partie de ses propos, il a dit que le Cameroun, le Paul Biya apporte des réponses concrètes aux solutions des jeunes, aux problèmes des jeunes. Mais en même temps, il a pris un exemple qui est contradictoire à ce qu'il a affirmé auparavant. L'exemple qu'il a pris et qui est très clair, c'est l'exemple des lions indomptables. Messanga Nyamding a dit que
il a eu à scruter la liste à une certaine époque des lions. Il s'est rendu compte que c'était pour l'essentiel d'anciens clandestins. Cela signifie au moins une chose, que Paul Biya n'a pas apporté des solutions aux jeunes qui se sont par eux-mêmes expatriés, qui ont décidé de partir à l'aventure pour rechercher des solutions à leur propre vie. Et en cela, Paul Biya n'a pas apporté des solutions à beaucoup de jeunes qui, comme ces anciens lions indomptables, anciens clandestins, ont pris la route du Niger, de la Libye, du Maroc, appelons ça la route de la ont traversé à leur risque et péril la mer Méditerranée. Beaucoup sont morts. Et je peux vous dire, jusqu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de jeunes Camerounais continuent à traverser le désert du Sahara, continuent d'aller mourir en Libye, continuent d'aller mourir à la mer Méditerranée, continuent d'aller mourir parce qu'ils cherchent l'Eldorado européen. Et en cela montre que le Cameroun n'est pas propice à l'émergence, au développement de la jeunesse. Ça, c'était par rapport aux propos de Messanga Nyamding. Maintenant... Attendez... Non, professeur. Non, je vous dis seulement que... J'ai dit que c'est une contradiction. Ce n'est pas une contradiction. C'est une contradiction. Paul Biya, c'est une contradiction. Non, c'est une contradiction. Reconnaissez que c'est une contradiction. C'est un constat où j'ai dit Paul Biya dit aux jeunes, maintenant, je reconnais vos problèmes, résistez. Ce n'est pas une contradiction. Vous permettez, professeur. Je vous permets. Merci. Est-ce que, en citant des jeunes Camerounais qui ont réussi, comme la lauréate, comme les deux autres étudiants qui ont excellé dans leurs domaines respectifs en Europe, est-ce que cela montre, cela rassure que le gouvernement a mis en place une politique qui permette d'avoir de tels jeunes dans notre système éducatif actuel? La réponse est non. Parce que ces jeunes-là, qui sont devenus ce qu'ils sont, ils n'ont pu le devenir que parce qu'ils se sont retrouvés en Europe, dans les pays européens, dans ces différents pays où le contexte social, où le système éducatif, le système universitaire leur a donné des opportunités de faire exploser leur talent. Je suis d'accord avec vous. C'est pour cela qu'ils sont devenus ce qu'ils sont. Avec vous. Le système universitaire actuel du Cameroun n'est pas propice à l'émergence de tels talents. Donc, normalement, le chef de l'État devrait... Le système administratif et les politiques publiques du Cameroun, je confirme avec vous, tuent les talents. Parce que je ne peux pas moi-même être sur ce plateau et ne pas le reconnaître quand je connais mes propres souffrances. Merci, professeur. Ça, je vous rejoins. Quand vous n'êtes pas dans les sectes, dans les réseaux sataniques, au Cameroun, actuellement, on ne vous donne pratiquement rien. Merci, professeur. Edmond Kamgia a la parole. Allez-y, Edmond. Je répondais donc à la question de savoir si des jeunes qui sont au Cameroun en ce moment peuvent exceller comme ceux-là que Paul Biya a cités. La réponse est non. Parce que nos politiques publiques, notre système ne permet pas l'émergence de tels talents. Nous sommes d'accord. Et je disais donc qu'il devrait plutôt tirer les leçons de cet échec et retrouver dans tout ce qui a permis à ces jeunes d'exceller et pour lesquels ils demandent de revenir au pays, bâtir le pays, conquérir le savoir, le ramener au pays et bâtir le pays. Ben, c'est trop facile. Moi, je dis c'est trop facile. J'appelle ça de la récupération tout simplement. Vous ne pouvez pas récupérer ce que vous n'avez pas produit. Il faut semer pour récolter. Est-ce que le gouvernement actuel a semé la bonne graine pour récolter de tels talents? Mais la réponse est non. Ce serait un acte patriotique selon les partisans du gouvernement qui estiment que des jeunes qui sont à l'étranger, qui réussissent, devraient revenir au Cameroun, investir dans le pays par acte patriotique. Que répondez-vous à ça? Ce qui m'étonne dans la sortie du président de la République, c'est qu'il n'a pas cité les cas de ceux qui sont rencontrés, de ceux de la diaspora qui sont revenus. Que sont-ils devenus, ceux qui sont revenus? Cédric parce qu'on ne fait que lui dire qu'il n'y a pas des exemples locaux à l'échelle locale. Cédric nous énerve ce matin parce qu'on dirait que c'est vous qui êtes du RDPC et moi de l'opposition. On dit bien que les gens sont rentrés. Moi je suis rentré et d'autres Lengelengele sont rentrés, sont repartis. J'ai même un. Je vous donne des exemples. Quand nous sommes rentrés, il y avait Bien Garan. Je vous parle ici à la télé, Bien Garan est préfet en France, oui. Il est reparti. Oui. Je vous parle de Octave Ndjokoun.
Otam Jokun est rentré, il est reparti. Je vous parle de Ngele. Ngele est venu, il est reparti. Je vous dis que les gens même qui rentrent ne sont pas promis lorsqu'ils ne sont pas dans des réseaux. Et puis, permettez-moi d'ajouter quelque chose parce que je connais la superstructure d'État. Regardez les gens qui sont promis aujourd'hui. Je ne cite personne par le secrétariat général de la présidence. Si vous n'êtes pas proche aujourd'hui au Cameroun, moi je préfère le dire, du militant Ngongo, vous n'avez rien. Moi je vous prends mon cas, tant que Ngongo est là, moi je sais que je ne serai rien administrativement. Ou des gens comme moi je vous cite, je vous dis, le secrétaire général de la présidence qui a eu une mission d'équilibre et de promotion des jeunes. Regardez dans quelles conditions on a promis certains jeunes à l'ENAM. Écoutez, il y a quand même des valeurs. Lorsque vous avez par exemple un chef de division à l'ENAM, qui est magistrat de 4e grade, et vous prenez quelqu'un qui, ce n'est pas de sa faute, ce garçon est brillant, un magistrat de 1er grade, vous mettez directeur de l'ENAM, moi je suis membre du comité central, vous vous attendez à quoi quand le président fait un tel discours? Prenez la plupart des structures administratives. Vous voyez, je m'abstiens de parler de Yaoundé 2 et de mon institut IRIC. C'est les moins gradés qui commandent toujours les plus gradés au Cameroun et dans l'administration. Comment expliquer ça? C'est la mafia. C'est du banditisme étatique et politique où les gens ont pris le président en otage, j'explique, et font croire au président. Écoutez, vous avez des structures dans l'armée, dans la gendarmerie, où vous avez celui qui occupe le poste stratégique peut être commissaire 4 étoiles, mais il commande un commissaire divisionnaire ou un commissaire 5 étoiles. Allez dans l'armée. Moi, je suis quelqu'un, j'interviens dans certaines structures militaires au Cameroun. Donc, le président, c'est là où je disais à Cédric, au consultant que je ne me suis pas, ce n'est pas condamné. Je montre tout simplement que le président lui-même a constaté la dépression des gens dans l'administration. Allez même dans les régions, ici nous sommes dans la région du littoral. Vous avez un secrétaire d'administration qui est sous-préfet et vous avez un administrateur civil qui est en dessous de sous-préfet. Alors on va vous dire, comme en Europe, que oui, la fonction appartient à l'État, le grade appartient à l'homme. Mais quel est ce pays où on est toujours en train de justifier la médiocrité? Vous croyez qu'on va toujours fonctionner si on parle des États-Unis, on parle de la NASA, on parle de toutes les superstructures? C'est parce qu'on va toujours justifier que le décret est discrétionnaire. Le décret discrétionnaire est conditionné par un certain nombre de déterminants où, dans un ministère, vous ne pouvez pas avoir un conseiller d'orientation qui commande dans une structure juridique, par exemple, un administrateur qui a fait des études de droit. Et vous allez voir que ça a frappé notre système éducatif. Et sur ce point, quand nous étions petits, Cédric, nous chantions « Nous te verrons tous en bas ». Ce que tu nous avais dit était bien la vérité. Allez voir ce que les gens chantent aujourd'hui. On dit Paul Biya, Paul Biya. On ne doit pas amener, moi qui soutiens le chef. Personne n'a soutenu Paul Biya comme moi. Mais les petits enfants dans les défilés aujourd'hui, on passe notre temps à leur dire que c'est le RDPC, c'est Paul Biya qui est le plus grand, le plus beau. Il faut corriger ça. Je pense que si nous ne corrigeons pas ça, si on ne revient pas sur des chansons patriotiques, comme celle que je viens de chanter et autres, je vous assure, le Cameroun et la jeunesse seront toujours en train de... Votre opinion a été bien comprise. Permettez à d'autres de pouvoir réagir avant que Edmond aussi puisse poursuivre. Aristide Mono, lorsqu'on plante ce décor où il y a des valeurs morales qui ont disparu et que le président de la République dit aux jeunes de prendre leur mal en patience, car le processus de transition générationnelle est en cours. Il s'appuie sur des jeunes qui sont dans les mairies, dans le Parlement, pour illustrer l'implication des jeunes dans la gestion des affaires publiques. Est-ce qu'il faut y croire à ce processus de transition générationnelle qui serait en cours selon le président? Je ne sais pas quel est le point de départ de ce processus, parce que le processus doit avoir un point de départ et également un point d'achèvement. Pour le moment, on a l'impression que c'est un train qui a démarré fort longtemps et que le président aujourd'hui est étonné de voir des jeunes s'investir dans la politique au moment où on a voulu imposer en fait un certain ordre gérontocratique dans notre pays. Je pense que le véritable souci n'est pas celui de la juvénilisation de l'élite politique, du leadership, parce que même dans la catégorie jeune, ce n'est pas une certaine homogénéité. On a l'impression que lorsqu'on
on veut parler de la longévité ou de l'âge du président, il faut opposer en face les jeunes. Non, les jeunes ne sont pas, c'est pas un groupe homogène. Il en est de même de la catégorie des vieux, de la catégorie des vieillards. Ce ne sont pas des groupes homogènes. Mon grand-père, par exemple, il n'a rien mangé dans cette république. Il ne se reconnaît pas dans la catégorie des vieillards, donc de la gérontocratie. J'ai aujourd'hui, mes parents, ils ne se reconnaissent pas en fait dans cette gérontocratie. La même chose avec la jeunesse. Lorsqu'on parle par exemple de la jeunesse, M. Manaouda Malachi ne se reconnaît pas dans ma jeunesse. M. Sombo Angoula ne se reconnaît pas dans ma jeunesse. Le fils de M. René Emmanuel Sadi, qui a été mon camarade Sciences Po, ne se reconnaît pas dans ma jeunesse. Donc, il est difficile aujourd'hui de poser le débat dans une forme d'antagonisme entre jeunes et vieux. Il faut donc faire extrêmement attention. Mais pourtant, il y a deux tableaux qui se présentent. Il y a plus de 60 ans, lorsque le président Paul Biya arrive aux affaires en tant que haut fonctionnaire, il a à peine 29 ans et il occupe d'importantes fonctions au sein de la République. Presque tout le gouvernement d'Amadou Ahidjo a sensiblement moins de 35, moins de 40 ans. Alors aujourd'hui, 60 ans plus tard, pratiquement, dans le monde, on observe cette tendance à prendre des compétences jeunes, mais au Cameroun, la moyenne d'âge est plus de 60 ans, 70 ans au sein du gouvernement, de l'administration publique. Est-ce que ce contraste-là, avec ce discours de transition générationnelle, comment vous le mettez en perspective? En fait, Nofele, je veux juste vous faire comprendre que le critère jeune n'est pas une garantie de bonne gouvernance. Vous pouvez avoir des jeunes qui font dans la malversation. Si je prends par exemple le cas de la répression des opposants, qui répriment des opposants, qui interdisent les marches des opposants, ce sont des sous-préfets jeunes qui bastonnent les jeunes du MRC avec des lattes, ce sont des policiers jeunes. Donc en fait, il y a certains aujourd'hui qui vous disent de manière ouverte et péremptoire que si j'avais été à la place de Paul Biya, j'aurais déjà fini avec Amto. Donc il faut dire qu'à un moment donné, Biya peut sembler un peu plus humain que certains jeunes. Il faut donc faire extrêmement faire attention à ce genre d'antagonisme. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont, ma foi, dans une logique de cynisme assez aggravé. Je suis d'accord. On a constaté donc chez nos vieux. Il faut donc faire extrêmement attention. Il faut distinguer. Et je pense que l'antagonisme qui vaille dans notre système, c'est des en bas d'en bas et des en haut d'en haut. En fait, c'est comme ça qu'il faut poser le souci. Parce qu'il y a des vieux qui sont des en bas d'en bas. Il y a des jeunes qui sont des en haut d'en haut. Alors, on nous a dit à un moment donné qu'il faut faire la promotion des jeunes. On a mis des gars au ministère de la Santé. Allez savoir que le processus qui a concouru à la désignation de M. Manaouda, allez voir comment M. Sombo a été élevé au rang de DG dans de l'ENAM. Alors, est-ce qu'on pourra donc prendre cela et contenter les jeunes et dire aux jeunes que vous êtes assez représentés? Donc, il y a un problème de processus de casting même. Quels sont ces jeunes qui sont castés? Il faut également voir le problème de la jeunes qui sont des PD il y a également des jeunes qui ont des idées de vieillards et qui sont plus cruels que des vieillards. Moi, je pense que ceux qui prennent, par exemple, l'âge du président comme un obstacle à la gestion du pays, ceux qui prennent la longévité au pouvoir comme un obstacle, pour moi, ça ne constitue pas un obstacle dès lors que le président de la République est productif. Si vous avez un président qui est productif, ça veut dire qu'il résout vos soucis, même s'il fait 100 ans au pouvoir. Si vous avez le minimum, si vous avez accès de manière équitable aux ressources de l'État, il n'y a pas de souci à se faire. Donc on a un problème de longévité tout simplement parce que à un moment donné, on estime que le président de la République ne produit pas assez, ou alors le rendement n'est pas ce qu'on attend de lui. Donc il n'y a pas un souci de jeunes vieux dans notre pays. On a un problème des en haut d'en haut, des en bas d'en bas. Et à ce moment précis, je pense qu'il y a une lourde responsabilité de la jeunesse. Aujourd'hui, on va peut-être aborder, en tout cas nous sommes déjà sur le sujet. Vous avez les statuts du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, article 75, qui dit, pour faire partie de l'OJRDPC, il faut être âgé de 45 ans au plus. Au plus, oui.
Maintenant, il faut voir qui est le président national de l'OGRDPC. Et Somba Auguste. Et qui sont sur le plateau pour parler au nom de la jeunesse. Il a plus de 40 ans. Ce sont des vieillards, ce sont des pères de 40 ans. Oui. Et je pense que exprès. ça devrait commencer par cette assomption, c'est-à-dire la jeunesse devrait s'assumer. Moi, j'ai 37 ans, Nofélé. Je dois assumer mon âge sur un plateau. Je devrais le dire en public et dire aux gens, bravo. je ne suis plus jeune parce qu'on est jeune lorsqu'on a moins de 35 ans. Il faut donc que la jeunesse commence déjà par être honnête, par être également assez responsable. Aujourd'hui, vous avez les gens qui s'investissent dans l'économie, qui s'investissent dans le sport, mais lorsqu'on parle de la décision, c'est-à-dire le pouvoir, la politique, vous avez des jeunes qui affichent une désaffection totale. Ils vous disent que moi je ne parle pas de la politique et pourtant ils oublient une chose, c'est que c'est la politique qui détermine en fait tout. Lorsqu'on dit par exemple que les politologues sont des toutologues, c'est-à-dire ils parlent de tout, ils oublient qu'en fait le politologue parle tout ce qui est en rapport avec le pouvoir, que ce soit la sorcellerie, que ce soit l'économie, que ce soit le sport, le culturel. Du moment où cela impacte le pouvoir, ça intéresse le politologue. Donc on doit comprendre que la politique c'est le centre de tout. C'est-à-dire que vous allez arriver comme M. Manu Dibangouar, on lui a confié le droit d'auteur. Mais après quelques années, lui, il a compris que ce n'était pas en fait un milieu approprié. Il a été déboulonné. Il est parti avec toute la honte. Et je suis convaincu qu'il a regretté pourquoi est-ce qu'il a même accepté l'offre du président. Donc il faut comprendre qu'à un moment donné que la jeunesse doit prendre en main sa responsabilité. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui multiplient ou alors qui opèrent dans un extrémisme barbare sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, il suffit que vous signalez à un moment donné qu'il y a un problème de coupure intempestive. Immédiatement, on vous dit, vraiment, moi, je ne suis pas dans vos choses de politiciens là. C'est-à-dire que des jeunes s'auto-excluent et ils préfèrent plutôt aller dans l'autoconsommation, aller dans des bars, aller voir des marabouts, aller dans des églises réveillées, parce qu'ils estiment que c'est par là où ils trouveront la solution. Et pourtant, ils oublient que la solution passe au niveau du management, la gestion de l'État. Et la gestion de l'État commande l'implication de tous. Chacun devra en fait chercher à sécuriser sa part de bénéfices ou alors sa part de portion dans ce qu'on appelle l'État. Parce que l'État, c'est le gâteau, le national cake. Il faut que tout le monde essaye de s'investir pour sécuriser sa part. Si vous ne vous investissez pas dans la politique, monsieur le maire, en tout cas, bon, on va vous imposer un maire dans la localité qui va commencer à vous vendre une place au marché à 500 000 francs CFA. Comment est-ce que vous avez un petit capital de 35 000 et on vous demande de verser 500 000 pour avoir une place à la mairie, une place au niveau du marché? Et entre-temps, le jeune qui subit cela est le premier à tirer sur vous. Je vais vous dire une chose, je causais avec certains jeunes quelque part à soi. Il y a un qui m'a dit ouvertement, le jour que je rencontrerai Nofélé, je vais casser ses dents. Je lui demande c'est quoi le souci. Il dit mais il ternit l'image du Cameroun. Il fait je lui demande quel est ton problème, en quoi est-ce que il impacte ta vie. Heureusement aussi qu'enfin je suis convaincu que s'il se lance dans un tel exercice, il sera d'abord obligé peut-être de planifier ses obsèques. Donc vous devez comprendre que en fait il y a des jeunes qui sont plus barbares que des jeunes que ces vieux. Je suis convaincu qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont pires que M. Biya, qui sont pires que M. Niak, qui sont pires que M. Kavaï. On va rester sur le sujet Edmond Kangia pour parler de ce processus de transition générationnelle et la problématique de l'implication des jeunes dans la gestion des affaires publiques. Quel est votre regard, Edmond? Je voudrais dire qu'en réalité, si Paul Biya avait suivi l'exemple de son illustre prédécesseur Amadou Ahidjo, je crois qu'il n'aurait pas atteint l'âge qu'il a eu hier, 88 ans. Heureux anniversaire, Monsieur le Président. Vous voulez qu'il meure? Non, aux affaires, je dis aux affaires. Il faut le préciser. Il n'aurait pas atteint cet âge aux affaires. Meurt avant le temps. Vous avez bien corrigé. Vous ne m'avez même pas laissé terminer. Non, je vous ai laissé, vous étiez déjà ailleurs. Je dis qu'il n'aurait même pas eu cet âge aux affaires. D'accord. Il se serait retiré. Oui, là, aux affaires, je peux comprendre. Vous avez dit que là, c'est comme si vous vouliez qu'il meure avant 88 ans. Non, personne ne peut souhaiter la mort d'un chef d'État. Et même d'un congénère, même d'un compatriote. Cela ne se fait pas, c'est pas décent. Ça fait 59 ans qu'il est aux affaires. Si nous prenons pour repère le moment où il lance
dans les activités comme fonctionnaire au Cameroun en octobre 62. Entre 62 et 2021, ça fait exactement 59 ans aux affaires. Et si vous le permettez, je vais rappeler un peu de manière brève son parcours, les principaux postes qu'il a occupés et l'âge qu'il a eu chaque fois qu'il a occupé ses fonctions. Je vous en prie, Edmond, allez-y. Quand Paul Biya achève ses études à Paris, il revient au Cameroun sous la recommandation d'une haute personnalité française qui était déjà bien connue au Cameroun, qui était dans les activités politiques au Cameroun. Lui, Paul Ouzoula, qui est le fondateur, n'est-ce pas, des hôpitaux à l'Ikem. Et très vite, il est reçu par le président Amadou Ahidjo qui lui confie des fonctions importantes, puisque visiblement, il a un destin qu'il doit assumer. C'est ainsi qu'en octobre 62, Paul Biya a 29 ans. La première fonction qu'il occupe quand il revient de Paris, il a 29 ans en octobre 62. Il est chargé de mission à la présidence de la République. Et très vite, 2 ans après, en janvier 1964, à l'âge de 31 ans, Paul Biya est directeur du cabinet du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la culture. William Eteku Mboumoua, de regretter mémoire. En juillet 1965, Paul Biya a 32 ans. Il est secrétaire général du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la culture. 2 ans après, à 34 ans, décembre 1967, Paul Biya est directeur du cabinet civil du président de la République. En janvier 68, Paul Biya a 35 ans. Il cumule le poste de directeur de cabinet avec celui de secrétaire général de la présidence de la République. En août 68, il a toujours 35 ans et quelques mois. Il devient ministre secrétaire général de la présidence de la République. Et très vite, parce que... Ajouté ministre d'État même. Non, permettez que je compte. Il est d'abord ministre. Oui. Il est d'abord ministre en août 68. Ensuite, il devient ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Ça, c'est 3 ans après. C'est-à-dire en 1970. Bravo. Paul Biya a 37 ans. Tout à fait. En juin 75, alors là, je peux dire que c'est le début de l'émergence de Paul Biya. Le 30 juin 1975, Paul Biya, à l'âge de 42 ans, est Premier ministre de la République du Cameroun. Et cette fonction, il occupe jusqu'au 6 novembre 1982, où il accède au pouvoir à l'âge de 49 ans. À l'âge de 49 ans. Mais je dois préciser qu'entre le début de la fonction du Premier ministre en 1975 et celle de sa succession constitutionnelle le 6 novembre 1982, il a fallu qu'il y ait une loi en 1979 qui lui permette d'être celui-là qui va assurer la succession constitutionnelle du président Amadou Ahidjo, qui a démissionné de ses fonctions le jeudi 4 novembre 1982. La révision constitutionnelle de juin 1979 qui fait du Premier ministre le successeur constitutionnel. C'est une loi. Très bien. Loi du 29 juin 1979. On révise la Constitution. Oui, qui fait du Premier ministre le successeur constitutionnel du président. C'est exactement ça. Et quand Paul Biya accède au pouvoir, je le répète, à l'âge de 49 ans, c'est un jeune, il n'a pas 50 ans. Et puisqu'on parle de processus transitionnel, Ahidjo, lorsqu'il démissionne de ses fonctions, il a 58 ans. Oui, oui. C'est-à-dire il n'a même pas 60 ans, 70 ans. Donc en réalité, c'est quelqu'un qui avait déjà compris, compte tenu du travail qu'il a effectué, d'abord comme Premier ministre, avant l'indépendance, entre 58 et 61, entre 58 et 60, jour de l'indépendance, je précise qu'Amadou Ahidjo, lorsqu'il proclame l'indépendance le 1er janvier 1960, il a 36 ans, il est jeune. Et à la même époque, en 1960, le président de l'UPC, Félix Roland Mounier, a 35 ans. Tout à fait. En 1960. Donc, au pouvoir comme dans l'opposition, c'était des jeunes. Ce sont des jeunes qui étaient prêts alors que le président à bâtir MSC le Cameroun. Je vous en prie. Il va être président. Permettez-moi que je développe. Permettez que je développe. J'ai dit donc que... Vous esquivez ça quand il s'agit d'opposition. Paul Biya. Je dis que celui qui veut être candidat à il a la parole. Il a la parole. Permettez qu'il aille jusqu'au bout pour qu'on comprenne le sens de son argumentaire. Ahidjo a été président de la République de 1960 à 1982. C'est-à-dire qu'il a été président pendant 22 ans. C'était déjà beaucoup à l'époque. Mais aujourd'hui, avec le record de Paul Biya, on ne peut pas dire qu'Ahidjo est resté longtemps au pouvoir. Il n'a été président que pendant 22 ans. Et même si on ajoutait les 2 ans que Ahidjo a exercé avant l'indépendance comme Premier ministre, ça ne ferait que 24 ans. Paul Biya, il est au pouvoir. Il est aux affaires depuis 59 ans.
Il est président de la République depuis le 6 novembre 82. Le 6 novembre 2021, ça va faire 39 ans que Paul Biya a fait. Est-ce que Paul Biya a réussi le processus transitionnel? Non. Parce que si... Professeur Messanganian, vous permettez que je développe? J'ai rien dit. Je dois dire que Paul Biya, dans l'essentiel de ses discours, aussi bien comme président national du RDPC ou comme président de la République, met l'accent sur les jeunes et sur les femmes. Il parle toujours de la nécessité de donner de l'emploi aux femmes et aux jeunes. Il parle toujours de la nécessité d'hisser les jeunes à des fonctions importantes. Lui, il a occupé des fonctions importantes dès l'âge de 29 ans. Pourquoi est-ce que dans son gouvernement, on ne voit pas des jeunes qui auraient 29 ans? Aïdjo, dans son premier gouvernement, où il avait lui 36 ans, il avait des jeunes de 23 ans. Je me rappelle, je ne sais pas si un ministre a déjà battu ce record. Le ministre qui a 23 ans lorsqu'il accède en 1960, n'est-ce pas? Lorsque le Cameroun a eu l'indépendance, c'est Pierre Kandem Nengi, l'ancien chef supérieur, il a 23 ans. Lorsqu'il devient ministre d'État, chargé de la santé et des populations. Avez-vous vu déjà dans un gouvernement de Paul Biya un ministre qui a l'âge de 23 ans, ou moins de 30 ans? Nous parlons de processus générationnel. Ça veut dire que Paul Biya n'a même pas copié les bons exemples de son illustre prédécesseur. Avançons pour dire que au jour d'aujourd'hui, avec le contexte sociopolitique qui a tant évolué, parce que, il faut le dire, nous sommes retournés à la démocratie, au multipartisme dans les années 90. Il y a eu, après le sommet de la Baule, qui a amené des dirigeants d'Afrique francophone à s'investir dans la démocratisation, sinon ils n'auraient pas l'aide. Mais à côté de cela, il y a eu un travail interne des partis politiques de l'opposition, de la société civile, pour contraindre le pouvoir à faciliter un contexte sociopolitique de démocratisation. C'est ainsi qu'on a pu retourner au multipartisme après la loi du 19 décembre 1990. Et pour chuter, M. Moufele, je dois dire que j'ai peur que Paul Biya rate sa sortie de l'histoire de ce pays. Il est bien entré dans l'histoire de ce pays, mais il risque de rater la sortie. Pourquoi je le dis? Et je le cite Paul Biya lui-même. En 1990, dans une interview, en juillet 90, Yves Mourouzi, de regretter mémoire, à la région Monte Carlo, qui lui posait la question de savoir... 91. 90. Juillet 90. Juillet 90, oui. Il lui dit, qu'est-ce que vous aimeriez que les Camerounais gardent de vous? Qu'aimeriez-vous que les Camerounais gardent de vous comme souvenir? Il lui répond, Paul Biya, j'aimerais que les Camerounais gardent de moi l'image de celui qui a apporté la démocratie et la prospérité. Au Cameroun. Au Cameroun. Le Cameroun est-il un pays démocratique? Vous pouvez le constater. Non. Le Cameroun est-il un pays prospère? Non. Sur la prospérité que lui a légué le président Amadou Ahidjo, parce qu'il l'avait dit dans son discours d'ouverture de la session au pouvoir, que le Cameroun était un État prospère et qu'il ne faillirait point, il conserverait cette prospérité. Il n'a pas pu. Nous sommes un pays pauvre, très endetté. Sur la démocratie, je rappelais tout à l'heure le sommet de la Baule, je rappelais l'action, le travail méthodique mené par des acteurs de la société civile, mené par des acteurs politiques camerounais pour que nous entrions dans la démocratie. Et il y a eu des lois, il faut le retenir, il y a eu la session de liberté, les lois de 90 qui ont permis d'avancer sérieusement. Et nous avons cru à un moment donné que Paul Biya était partie prenante du processus de démocratisation. Mais depuis quelques années, c'est un grand bond en arrière. Prenons la loi du 23 décembre 2014 qui réprime les actes de terrorisme. Je vous garantis que c'est sur la base de cette loi-là qu'aujourd'hui, instrumentalisés, on réprime les acteurs politiques et les acteurs de la société civile. Est-ce que les acteurs politiques, est-ce que les défenseurs des droits de l'homme, est-ce que les journalistes sont des terroristes? Au Cameroun, oui. Ils sont jugés devant les tribunaux militaires et ce n'est pas normal. Après vous, Edmond Christian Massoma, est-ce que vous vivez ce processus de transition générationnelle que promet le président de la République en s'appuyant sur des jeunes qui ont été récemment élus au sein du Parlement
et dans les mairies? Vous savez, les Camerounais sont habitués à des discours. Et je l'ai dit tout à l'heure à l'orée de mon propos, nous sommes fatigués de ces discours. Entre les discours du président de la République et la réalité du terrain, je pense que le gouffre est tellement profond qu'on se pose toujours la question de savoir à qui il s'adresse quand il parle de transition générationnelle. Prenons son propre parti, le RDPC. Regardez l'investiture des candidats au sein du RDPC. Regardez le quota de représentation des jeunes et des femmes au sein du RDPC lorsqu'il s'agit de consultation électorale. Regardez les conseils régionaux qui viennent d'être élus. Regardez le président des 10 conseils. Nous avons une caste dirigeante depuis des décennies. Nous avons les mêmes noms qui reviennent indéterminément. On a l'impression qu'il y a un clan mafieux qui a décidé de prendre le Cameroun en otage et qui ne veut en aucun cas entendre parler d'une forme de rajeunissement ou d'une forme de renouvellement de la classe politique et de l'élite politique, même au sein de son propre parti, le RDPC. Alors quand il parle de transition générationnelle, il parle de quoi? Qu'il lui-même, le président de la République, nous montre cet exemple de transition générationnelle. Tout à l'heure, le docteur Monod a dit que la longévité au pouvoir ne peut pas être. Pour moi, si c'est un problème. Parce que je crois fondamentalement en la démocratie et en tout ce qu'elle peut représenter comme valeur. Et l'une des valeurs fondamentales en matière de démocratie, c'est l'alternance. Lorsque vous ne pouvez pas accepter que dans un pays, il y a un processus d'alternance qui permet d'évaluer les gouvernants en fonction de leurs actions concrètement et d'avoir une grille qui permet de comparer ce que tel gouvernant ou tel politique a fait pour telle période, il est difficile de jauger l'état d'évolution de votre démocratie. Et au Cameroun aujourd'hui, on se retrouve justement dans une dictature qui est là depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans, c'est-à-dire si nous devons commencer depuis les indépendances à et compagnie, et on se rend compte que ces gens-là ne veulent rien lâcher du tout. Et ils sont arrivés à un point où on se pose la question de savoir quelle est la direction qu'on veut donner aux nouvelles générations. Regardez regardez l'environnement politique aujourd'hui. On arrête des gens, on les traduit au tribunal militaire, souvent ils ne sont même pas jugés, on les jette dans des prisons infectes et des gens qui sont là juste pour avoir exprimé une opinion qui est contraire à celle du système en place et du parti qui est défendu par le président de la République. Et ça nous pose un problème clair. Il n'y a aucune transition générationnelle qui est ni en vue ni projetée par ces gens parce que si c'est le cas, ils doivent prôner par l'exemple. Il faudrait que nous sachions que dans un gouvernement de la République, on peut avoir les Macron 35 ans ministre de l'économie, 40 ans président de la République. Il faut qu'on sache que quand on regarde les exemples dans le monde entier, ce renouvellement de la classe politique est un facteur important qui permet de pouvoir aboutir à des situations où on peut jauger l'évolution des sociétés. Parce qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'il est question. Quand vous mettez autant de temps au pouvoir, vous êtes même sous l'emprise de l'usure du pouvoir. Et je pense que ces gens sont usés par le pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut encore attendre des personnes qui ont passé 40 ans, 50 ans dans la haute administration? Même sur le plan de la créativité, sur le plan de ce qu'on peut apporter comme nouvelles idées ou nouvelles visions, qu'est-ce que ce genre de personnes peuvent encore apporter dans notre pays? En dehors des discours, les mêmes discours chaque année, mais qui ne sont traduits des faits à aucun moment dans la vie des Camerounais. Et c'est ça qui nous interroge. Parce que les Camerounais, dans leur immense majorité, vivent dans la souffrance. Parce qu'ils s'interrogent sur leur lendemain et sur leur devenir. Et ceux qui osent descendre dans la rue, exercer leur droit constitutionnel et dire que non, nous ne sommes pas d'accord, on les traîne dans des tribunaux militaires pour insurrection, hostilité à la patrie et j'en sais pas toutes les infractions qu'on essaye de coller justement à cette fameuse loi sur le terrorisme qui en réalité n'a rien à voir avec les personnes pour lesquelles nous nous retrouvons très souvent dans les tribunaux, dans les géoles de l'État du Cameroun. Donc voilà le problème dans ce pays. Il n'y a pas une volonté politique à pouvoir donner la possibilité aux jeunes et aux femmes d'exercer. Nous au MRC, je vais vous dire la vérité, quand vous regardez le directoire national du MRC aujourd'hui, il est à 90% composé des jeunes. À 90%, je vous le dis. Mais qui portent tous des piles. Je dis, ils sont à 90% composés. Oui, mais qui portent le premier vice-président, Mamadou Moussa et la plupart des secrétaires nationaux. C'est déjà cela. Dans le comité central dans lequel M. Nyandine se retrouve, ils me disent combien de trentenaires ou de quarantenaires il y a au sein du comité central. Moi, je suis il n'y en a pas beaucoup. Ah oui. Et c'est ça le problème.
toujours en train de dire et de pointer du doigt le MRC et autre chose. Moi, j'ai écouté le discours du président de la République. Je l'ai dit plus haut tout à l'heure. Quand il parle de propagateurs de la haine, quand il parle des démons, il parle de qui? Juste parce que les Camerounais ne sont pas d'accord avec sa gouvernance, c'est pour ça qu'ils sont devenus des démons? Non, nous sommes des Camerounais. Et nous sommes même plus patriotes que la plupart de ces personnes qui pillent les caisses de l'État, qui s'enrichissent de manière indue sur le dos du contribuable national. Et c'est ça la réalité dans ce pays. Il faudrait que les Camerounais comprennent que, et surtout ceux qui nous gouvernent, que le Cameroun n'est pas leur patrimoine. Le Cameroun est le pays qui appartient aux citoyens camerounais et que nous devons militer et encourager l'égale accessibilité aux fonctions de l'État ou aux différentes possibilités que nous offre notre pays. Et si le président de la République, en tant que chef de l'État, pas président de son clan politique, ne peut pas lui-même tenir un discours qui soit un discours facteur de rassemblement, facteur d'apaisement. Ça fait des années qu'on appelle à un dialogue politique dans ce pays pour pouvoir apaiser les esprits et essayer de voir comment on peut donner une nouvelle direction à notre pays. Mais son clan est dans le mépris, dans le déni, dans la dénégation permanente. Le pays va mal, ils vont vous dire que non, tout va bien à Bamenda, tout va bien à Kumba et autre chose, alors que tout le monde sait que ça ne va pas bien. Ces mensonges-là, les Camerounais en ont marre. Justement, c'est pour ça que nous proposons autre chose, parce que nous pensons que si nous continuons dans cette voie, non seulement nous allons tout droit dans le mur, mais ce pays, et ce n'est dans l'intérêt de personne, ne s'en sortira pas. Justement, après vous, professeur Msanga Nyamding, oui, tous ici font le constat de ce que le processus de transition générationnelle, personne n'y croit au regard d'un méthode de gestion du pouvoir de Yaoundé qui a confisqué toutes les manettes du pouvoir depuis de nombreuses années et la représentativité des jeunes et des femmes est quasi inexistante. Qu'est-ce qui explique cela? Non, ils n'ont pas confisqué tout. Il évoquait le comité central du RDPC. J'ai été le plus jeune membre du comité central, du moins l'un des plus jeunes dans le littoral et dans mon département. Vous avez des membres du comité central comme les ministres Mokoko Bonjo, Titi Pierre, et puis Madame Ekoum, j'en passe, j'étais le plus jeune, j'avais à peine 40 ans. Et je suis membre du comité central nommé par le président. Ils ont raison sur certains points. Mais parfois, c'est les positions extrêmes où on dit tout n'a pas été fait parce que je ne peux pas venir sur votre plateau et rester dans une analyse de clan. C'est eux, malheureusement. Vous voyez, depuis que nous sommes sur ce plateau, pour eux, l'opposition n'a pas sa responsabilité. Ou lorsqu'on l'observe, depuis plusieurs années, pas son âme, c'est Yandamou Damdua qui est à la tête de son parti. Ou lorsqu'on observe, c'est Belobouba Nagari. Si on l'observe, c'est John Frunti, etc. Non, l'opposition, c'est ni ça ni touche. C'est très bien. Tous les malheurs de ce pays, c'est Paul Biya. Mais vous êtes ridicule quand vous le dites. Parce que parfois, quand vous restez dans les analyses de clans, vous n'éclairez pas les gens et vous ne pouvez pas être des modèles dans l'analyse. Moi, je reconnais une chose. Vous savez, monsieur Noufele, j'ai été choqué un jour sous le contrôle d'Aristide Mono qui connaît ce problème. Qu'un jeune étudiant vienne me voir et me dise, professeur, j'ai terminé ma thèse. J'ai été le plus brillant en master de ma génération. Malheureusement, pour des raisons d'harcèlement sexuel, un jeune homme que je ne peux pas citer pour des raisons éthiques, mais qu'Aristide Mono connaît et que je connais, et que si vous m'autorisez, je cite, qui a finalement soutenu sa thèse, parce que un collègue est venu me voir, le défunt professeur Kounou, et m'a dit, mais écoute, j'ai un enfant qui m'a vu faire quelque chose, et nous nous sommes battus, et on a retiré cet enfant des mains du gourou qui voulait, excusez-moi d'être un peu dur, l'enculé à l'université. Et quelqu'un d'autre a fait soutenir ce garçon qui existe et qui a finalement soutenu sa thèse de doctorat. Je prends Aristide Mono et ce monsieur qui vit encore à témoin. C'est inadmissible. Et c'est que malheureusement au MRC ne comprennent pas. Je partage sur ce point bien précis l'analyse de mon collègue qui dit mais de quelle jeunesse? Regardez une jeunesse qui est parfois pire que les vieux, une vieillesse qui est pire que la jeunesse. Mais parlons du Cameroun. Regardez quand moi je vois au quotidien, je me rappelle même avec ma bonne vue, j'ai vu un jeune qui me disait Paul Biya doit partir, Paul Biya doit partir. Professeur, qu'est-ce que vous faites au RDPC? Alors ce garçon est venu dans mon bureau un jour à l'IRI. La première des choses à l'époque avec mes bons, je lui ai dit mais jeune homme, bon Paul Biya doit partir, mais qu'est-ce que vous faites avec cette pochette qui a 3 têtes?
Elle vous apporte quoi? J'ai même essayé d'arracher cette pochette qui est le symbole de la franc-maçonnerie. Comme il y avait une épingle là, la pochette n'est même pas tombée. Je lui dis, avec ça, vous allez aller où? Donc vous comprenez que lorsqu'on parle de la jeunesse, il faut faire attention parce que nulle part dans le monde, partout en France, aux États-Unis et en Angleterre, les situations n'ont été analysées en termes de parti des jeunes. Moi, je ne connais pas un parti des jeunes. Mais là où ils ont raison, parce qu'il faut... Moi, je suis rationnel, hein, et tant pis, rester dans les analyses de clan. Moi, je parle pour les Camerounais. Notre jeunesse doit retrouver espoir à partir des modèles qui ne les conditionnent pas. Je dis que vous ne pouvez pas aujourd'hui prendre votre enfant, lui dire d'aller faire un stage dans une société T, X ou Y. L'enfant revient avec le derrière, le postérieur défenestré. C'est une réalité camerounaise. Vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que tous ces jeunes qui commerçants, qui hommes d'affaires, pour réussir et pour exécuter les marchés publics, parce qu'on parle du secteur public, on parle des politiques publiques, mais vous voyez, ceux qui nous écoutent peuvent nous prendre pour des imbéciles. Si nous ne venons pas dire que malheureusement, même dans le milieu des affaires, secteur privé, initialement, où vous voulez faire un stage, ou chercher un travail dans une quincaillerie, dans une boulangerie, ou alors dans un hôtel, ou dans une société, dans le secteur privé, le patron vous conditionne. C'est une réalité. Et quand je dis qu'il faut soutenir le président Paul Biya, je vous assure, c'est un homme qui a autour de lui des diables. Les Camerounais et les jeunes sont très méchants. Mais il y a des dénonciations qui sont faites de ces cas d'abus, d'harcèlement, mais rien n'est fait contre les auteurs, qu'ils soient dans le public ou dans le privé, alors que l'administration justement a ce rôle de régulation et de sanction au cas où les enquêtes venaient à épingler des personnalités. Pourquoi il n'y a pas de sanctions? Bravo Cédric Noufélé, parce que c'est un système. Vous comprenez? Paul Biya peut partir demain si le système, le noyau dur demeure. Rien ne va changer. Écoutez, allez voir dans les services d'État. Moi, je vous parle d'une situation très grave. On peut faire des vox pop dans les administrations, dans les universités, dans les institutions, dans les sociétés. Mais quand vous voyez donc quelqu'un qui vient vous dire que non, le président Paul Biya n'a jamais nommé un ministre des Toits, on dit quel jeune? Encore qu'il a nommé. Je voudrais dire aux jeunes qui nous écoutent que lorsque Paul Biya arrive, son premier ministre, Ben Bouba Magari, a 35 ans. Vous comprenez? Lorsque Paul Biya arrive au pouvoir, son premier directeur général de la société, Godoué a 23 ans. Quand j'ai une personnalité comme les Atangana Mebara, les Olangena, les Ngongo, le ministre de Tangongo est en train de faire 10 ans. RGPR enlevé à peu près 10 ans à son âge, vous voyez qu'il était jeune. Il a mis des jeunes. Regardez beaucoup de jeunes aujourd'hui en prison, que je ne vais pas citer, suivez mon regard. Beaucoup ont été ministres à 30 ans, à 36 ans. Je ramène donc à l'analyse, à la chute, où parfois je suis convaincu que Cédric Edmond Kamia est un opposant qui se passe pour un analyste. Il dit qu'il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Mais mon Dieu, quand vous dites que les gens marchent, c'est vous, les extrémistes analystes, qui amenez des gens du RDPC, modérés et progressistes comme nous, à devenir des extrémistes. Parce que si je ne claquais pas, vous dites que le Cameroun n'est pas une démocratie, les gens marchent. Mais monsieur, où vous mettez les lois? On vous fait confiance dans un plateau comme celui-ci. Mais aidez, faites l'expertise. Dites quand même que lorsque une marche est interdite conformément à la loi, battons-nous pour changer les lois. Mais en même temps, je partage quand même son point de vue. Lorsque, à la fin, les investitures de mon parti m'ont fait honte. Moi, je ne suis pas extrémiste, je corrige. Parce que quand vous regardez les présidents des conseils régionaux, je n'ai rien contre ces personnes que je respecte beaucoup. Vous prenez par exemple celui, Barlock, qui est ici, 72 ans. On doit marcher. Hein. Regardez, moi je sors de Paris, j'ai fait 3 jours, j'étais à New York. Après, je suis allé à l'Ouest, je suis revenu. C'est la jeunesse. Quand vous prenez le Timiévouna, qui est mon père et que j'aime beaucoup Timiévouna, c'est un travailleur, presque 77-78 ans. Quand vous prenez mon père Emmanuel V, que j'aime beaucoup, ancien capitaine de l'ordre, qui est mon beau-père et qui est mon ami, moi je dis qu'il faut quand même qu'on dise des choses. Comment
on peut comprendre qu'un parti comme le RDPC n'investit que des vieux. Il se moque du président. Et notre rôle est de dire que si nous lâchons Paul Biya et nous critiquons et nous disons qu'il n'a pas classé le cap, je vous jure, Cédric Noufélé, vous faites la part à ces pushistes scientifiques, à ces sectaires, à ces goujats qui ont déjà pris le Cameroun en otage parce que 80% des postes de décision et de pouvoir sont occupés par des sectaires au Cameroun. C'est moi qui vous parle. Mais qui les nomme? Mais si vous allez chercher dans qui les nomme, vous allez mettre du sable dans mon tapioca. Parce que mon rôle est d'amener mon maître politique, celui qui a la légitimité, à voir ce qui se passe. Quand vous me dites qui les nomme, c'est le président. Voilà. Moi, je peux vous retourner la question. Qui jouit de la légitimité populaire de nomination? C'est le président de la République. Moi, je suis membre du comité central. Lorsque vous lisez Machiavel, des titres livres, Le Prince, ben écoutez, il vous dit tout simplement que moi qui soutiens le chef, je lui donne tous les éléments. Vous ne pouvez pas m'empêcher de dire au quotidien au Cameroun que, mais monsieur le président, c'est les secteurs qui ont confisqué. Allez même à la présidence de la République. Faites le bilan. Moi, je l'ai fait avec Ateba Yene. Prenez les conseillers techniques, 95% sont des secteurs. On ne va pas porter atteinte à l'honorabilité des personnalités. On ne porte pas atteinte. On vous dit que quand un système conditionne la promotion des talents, ça ne peut pas marcher. C'est dit, je vais vous dire quelque chose. J'ai été formé à la Sorbonne. Mon directeur de thèse de sciences politiques, Philippe Ukraine, était dans une loge. J'ai été major en thèse. On ne m'a pas demandé d'être dedans. Mon directeur de thèse de droit public à la Sorbonne, monsieur Alio Marie, il était le Grand Orient. Il ne m'a pas conditionné. Je voudrais aussi qu'on comprenne dans notre émission qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Qu'ils soient des sectaires ou des PD ou de tout ce qu'on peut dire, mais qu'ils ne conditionnent pas la promotion de la jeunesse. C'est ce que je dis. Tout à fait. Vous comprenez? C'est quelque chose d'important. Parce que le président de la République, qui est mon maître politique, c'est mon maître, depuis 20 ans, ça fait 30 ans, je soutiens. Je peux dire que je suis un jeune modèle. Mais c'est quoi cette affaire où partout où les gens ont une décision, il y a des pochettes, on vous salue, on vous gratte le doigt, on vous conditionne. Il faut donc que mon maître politique comprenne que le pays, le problème, ce n'est pas le MSC, ce n'est pas l'UPC, ce n'est pas le RDPC, ce n'est pas le parti politique. Parce qu'on finit de faire tout le boulot, mais quand on finit le boulot, les secteurs reprennent les choses. Pour ça, nous s'engage, est-ce que pour résoudre ces problèmes, il faudrait une alternance au sommet de l'État, une alternative en termes de leadership au sommet du Cameroun, pour qu'il y ait de nouveaux hommes, à la fois à la tête du pays, mais également au centre du sérail. C'est là où je voulais chuter. Merci, Cédric Noufélé. Vous savez, Raymond Kamga a posé le problème de la démocratie. Notre chance aujourd'hui au Cameroun, là je parle en tant que juriste et politologue, c'est que le président a réussi à mettre en place des instruments de démocratie représentative. C'est-à-dire, on a la Chambre des députés, on a le Sénat, on a le Conseil régional, on a les maires, on a même la présidence de la République. Et des instruments qui encadrent la représentation. Vous savez, on dit souvent en latin, voice populi, voice dei. C'est un atout. Et à partir de là, notre mission est demain de dire aux uns et aux autres que c'est à la fin du régime de Paul Biya, quand il partira, qu'on saura qu'il a échoué. Mais pour ma part, je suis convaincu qu'avec ces instruments, on peut bien assurer l'alternance si nous sommes éveillés. Après vous, Aristide Mono, comment on fait pour permettre à ce que des jeunes soient davantage représentés, que le leadership jeune s'affirme au Cameroun et puisse s'impliquer dans les prises de décisions qui les concernent au quotidien et pour améliorer le bien-être des populations? Je pense que la priorité devrait être la socialisation, c'est-à-dire la culture politique qui doit être développée chez les jeunes, et les jeunes doivent comprendre le bien fondé même de l'engagement politique. Et lorsqu'on s'engage en politique, ce n'est pas forcément pour chercher le pouvoir, on peut également l'influencer. C'est pourquoi il y a des groupes d'intérêt, il y a des associations de la société civile et autres qui ne cherchent pas le pouvoir. Donc il faut que les jeunes s'impliquent davantage au lieu de continuer à rester en fait des agents d'entretien ou alors des nettoyeurs de bancs dans des partis.
il faut qu'ils s'assument et qu'ils comprennent à un moment donné que les autres ont eu à assumer les hautes fonctions de l'État à 23 ans, à 30 ans. Eux, à plus de 45 ans, ils doivent comprendre que c'est plus le moment de continuer à jouer au bébéisme. Parce qu'il y a des vieux qui ne veulent pas vieillir. Des vieux qui ne veulent pas vieillir. Il faut qu'ils vieillissent, il faut qu'ils s'engagent davantage et éviter plus le messianisme, c'est-à-dire qu'ils confient leur destin entre les mains de quelqu'un et ils restent en retrait en téléspectateur, en spectateur, en attendant en acteur rationnel les résultats du sacrifice des autres. Il faut que des jeunes s'impliquent eux-mêmes, qu'ils ne mandatent plus les gens, qu'ils ne donnent plus des procurations, qu'ils s'engagent eux-mêmes en politique parce que les retombées sont d'abord individuelles. Après avoir Aristide, Christian Massoma, quel message aux jeunes Camerounais dans ce contexte socio-économique difficile où ils font face à la fois à la crise anglophone dans le nord-ouest-sud-ouest, à la crise sanitaire et ses conséquences économiques et à une situation politique difficile pour l'émergence des jeunes dans d'autres formations politiques? Quel message? La seule chose avec laquelle je peux être d'accord avec le professeur Nyamdim sur ce plateau, c'est quand il a évoqué la résilience des jeunes Camerounais. Pas la résilience qui a été évoquée par le chef de l'État, mais la résilience de nos jeunes compatriotes face à un contexte qui est particulièrement difficile ou hostile. Parce que quand nous regardons le degré de paupérisation de notre jeunesse, on a du mal à imaginer qu'une jeunesse qui n'a rien connu, c'est-à-dire une jeunesse qui a été formée dans nos universités, une jeunesse avec des diplômes et autre chose, mais qui n'a connu aucune intégration professionnelle véritable, ni dans le secteur public ou privé, mais qui, malgré cette adversité et ces conditions qui sont particulièrement difficiles parce que l'État ne leur a donné aucune possibilité de pouvoir résister, continue à y croire, même avec l'absence de modèle de repère. C'est une forme de résilience. Maintenant, et je vais être d'accord avec le docteur Mono, il faut que les jeunes s'impliquent, il faut que les jeunes s'engagent. Tout à fait. Il faut que les jeunes comprennent que personne ne pourra le faire à leur place. Nos luttes actuelles, nos combats actuels, c'est les combats pour le devenir commun et notamment le devenir de cette jeunesse. Ce n'est pas des combats juste parce que nous voulons avoir des postes de responsabilité. J'ai répondu à un jeune dans les réseaux sociaux qui me disait que tout ce que vous faites là, monsieur Massoma, vous pensez qu'on va vous... Je lui ai dit que ce que vous n'avez pas compris, c'est que bien avant même mon engagement politique, j'avais déjà occupé des postes de responsabilité importants et que je ne me suis pas engagé parce que je cherche des postes de responsabilité, mais plus parce que je pense qu'il faut changer de cap dans ce pays. Il faut que les idéaux attachés à la liberté et à la justice soient partagés par tous. Qu'un gouvernement qui a voté des lois soit un gouvernement capable de respecter ces lois-là. C'est ça la légalité républicaine. Donc nous sommes dans ce combat et il faut que les jeunes s'impliquent véritablement dans ce combat pour qu'ils garantissent un avenir meilleur. Personne ne le fera à leur place. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Aristide Mono et Christian Massoma, d'avoir participé à ce débat. Merci également à vous, messieurs, professeur Pascal Charlemagne Moussanga Nyamding et Edmond Kamdia, d'avoir participé à ce débat. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision. Equinox Télévision, au-delà